Avant toute chose, je vous rappelle que je stream 2 fois par mois sur Twitch, alors suivez-moi @rmgame pour pas me manquer quand je suis en ligne. Aujourd'hui on parle du Japon et comme vous le voyez ça va être long, alors je vous conseille dès maintenant de laisser tourner cette vidéo en fond sur votre télévision pendant que vous faites le ménage par exemple, ou autre chose. Non en vrai, faites le ménage, ça commence à sentir, et les japonais ils aiment pas quand ça sent. Tout de suite, votre programme! Ce programme est disponible en audio description ou avec des sous-titres générés automatiquement par YouTube, donc je suis pas garant d'à quel point ça dit de la merde, mais ils ont fait des progrès ces derniers temps donc ça devrait le faire. Salut à tous, c'est RM le Globetrotter, qui voyage pas beaucoup, mais qui a fait un voyage l'an dernier, et il compte bien le rentabiliser avec du contenu pour les 10 prochaines années. L'an dernier, je suis allé au Japon, pour la première fois, et culturellement, il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris. Je savais dans quoi je mettais les pieds, hein. Il y a des clichés sur le Japon que tout le monde connaît, donc je vais essayer d'éviter de répéter trop de banalités. Ce que j'ai fait pendant mon séjour, c'est qu'à chaque fois que quelque chose me surprenait dans ce pays, je prenais des notes sur mon téléphone, et ce soir, j'ai ces notes sous les yeux, et je vais passer en revue tout ce qui m'a agréablement et désagréablement surpris. Donc déjà, petit préambule, si visiter le Japon c'est quelque chose de kiffant, personnellement, c'est parce que quand tu vieillis, en tant qu'adulte, il y a plein de choses qui deviennent très banales dans ta vie. Genre, marcher dans la rue, prendre le train, aller au supermarché, t'as une routine, donc c'est normal. Et le Japon, ça fait partie de ces pays qui sont tellement différents culturellement, de par leur éloignement géographique, mais aussi par leur histoire. Ils ont eu des siècles d'évolution différents de nous, donc forcément, ça a aussi impacté la façon dont les gens vivent, et puis la culture. Donc quand ensuite tu débarques dans ces pays-là, tu vois plein de petites choses tout à fait banales, mais en fait qui sont différentes. Genre la gueule des rues, la façon dont les magasins sont ouverts alors qu'il y a des portes fermées, comment sont disposés les escaliers, les supermarchés, les combini. Les rayons, ils sont pas agencés pareil, et c'est fou qu'autant de petites choses, de rien du tout, qu'on fait toujours de la même façon en France et qu'on remet même pas en question, en France ou en Occident, et en fait là ça devient une attraction parce que c'est des petits trucs qui changent un petit peu. Et tu t'attendais pas à les voir. C'est un des trucs qui est sympa quand tu voyages, c'est de voir comment est-ce que les pays, ils font la même chose mais en version différente. Et globalement, c'est vrai qu'il faut aller loin pour se prendre des gros chocs culturels. Bon, en soi certains me diraient, tu vas dans le sud de la France, tu peux avoir des chocs culturels en entendant quelqu'un parler de poche, alors qu'en fait il parle d'un sac. Mais en vrai, globalement, on a quand même une culture commune. Et même en Europe, au final, on a tellement une économie mondialisée que plein de choses se sont exportées. La culture américaine a bien fait sa place en Europe. Et au final, un centre commercial en France n'est pas très différent d'un centre commercial en Pologne. Tu vois, il y a 2000 km qui nous séparent, mais ça va être assez similaire. Et puis même si aux États-Unis tu peux y aller, il y a un côté très dans la démesure, très grand, tout ça, au final c'est des références qu'on a parce qu'on est nourri de films américains et d'imagerie américaine, même quand on est dans notre pays. Là où par contre, en Asie, bien sûr ils sont aussi touchés par la culture américaine, notamment le Japon, mais il y a encore beaucoup plus de choses qui sont différentes. Et donc je pense que c'est un des meilleurs continents, l'Asie, en tant qu'occidental, pour vivre un dépaysement. Alors il y a l'Afrique aussi, mais j'ai l'impression que en tant qu'occidental, on a moins l'attrait de faire du tourisme en Afrique. C'est surtout genre le nord de l'Afrique qui est pas mal visité, les pays du Maghreb, l'Égypte. Et dès que tu vas plus dans le sud, peut-être que le développement touristique est pas ce qu'il est en Asie en tout cas, parce qu'en Asie, que ça soit la Corée avec la K-pop, avec les dramas coréens, ça attire beaucoup les viewers occidentaux. Le Japon, pareil pour tout ce qui est manga, jeux vidéo. J'ai l'impression que ça nous fait plus fantasmer l'Asie. Et je m'inclus dedans. Les quelques fois où j'ai pu visiter l'Asie, où j'ai eu la chance de le faire, c'est toujours les voyages qui m'ont le plus marqué. Notamment ce voyage au Japon, que du coup j'avais envie de partager avec vous. Sur YouTube, il y a quelques temps, là, j'ai partagé une vidéo de mon voyage, qui revenait sur les 30 jours que j'avais passé là-bas, l'an dernier. Et là, j'avais envie de rentrer un petit peu plus dans le détail, sur qu'est-ce que sont les chocs culturels que j'ai expérimentés, que j'ai notés. Mais donc déjà, le premier truc qui fait que le Japon est une civilisation bien plus avancée que la nôtre, c'est leurs toilettes. Je vais pas revenir sur tous les gadgets que tu peux trouver à l'intérieur, mais déjà c'est pas des gadgets, parce que rien que le jet d'eau, tu te sens bien plus propre que le PQ traditionnel qu'on a chez nous. Et puis le siège chauffant, ça au début ça surprend,
Mais je vous assure, quand vous rentrez en France ensuite, et que vous posez votre cul sur une cuvette froide, ah là là, tu chiales, ça manque. C'est ça qui est marrant aussi quand tu pars longtemps dans un pays qui fait beaucoup de changements d'un coup, c'est qu'ensuite quand tu reviens en France, t'as un deuxième choc culturel de ah ouais c'est vrai c'est comme ça ici. C'est comme si t'étais parti 3 ans, t'es parti qu'un mois, mais par exemple bah m'asseoir sur une cuvette froide, ça a été un choc culturel en rentrant en France. Pour revenir sur les toilettes, le vrai truc pratique, c'est le fait qu'il y ait des toilettes partout. T'es jamais en galère quand tu te balades au Japon, dans le moindre centre commercial, dans la rue, dans les gares. Partout t'as des chiottes. Et c'est toujours super propre. Moi en France, je vais quasiment jamais dans les toilettes publiques. Je me retiens et j'attends d'arriver chez moi. Et au Japon, c'est pas du tout le cas. Ça a demandé un petit temps d'adaptation, mais vraiment, tu vas dans des toilettes publiques en France, elles inspirent pas confiance. Et c'est dégueulasse. Rien que visuellement, tu regardes, c'est dégueulasse. Je sais pas vous, dites-le moi dans le chat, mais moi jamais je ne fais caca dehors. Enfin dehors, en dehors de chez moi, hein. J'espère bien que vous non plus, vous faites pas comme les chiens, mais le fait de poser mon cul sur une cuvette qui a peut-être été fréquentée par 300 personnes avant moi, ça m'inspire pas trop la confiance. Et au Japon, j'osais m'asseoir, et je n'étais pas du tout inquiété pour mon royal fessier. Il y a même des moments où j'étais dans des Airbnb avec des toilettes un petit peu moins technologiques, et là c'était même le truc inverse, quand t'as goûté au luxe des toilettes, quand les toilettes sont un petit peu moins bien dans le Airbnb, t'es là, ah... Bon bah j'irai aux toilettes dans les toilettes publiques, hein. Et donc parfois j'allais même pas aux toilettes dans les Airbnb, j'attendais d'être à la gare pour le faire là-bas parce que c'était méga confort. Donc les toilettes, rien que pour ça je mets 5 étoiles sur TripAdvisor. Et puis le système d'arrosage là, bon ça surprend au début mais faut le faire. Et puis après c'est tellement pratique parce que moi qui est souvent sur mon téléphone aux toilettes, et ben là c'est trop bien parce que ça te torche tout seul et t'as même pas besoin de faire l'action de le faire. Tu peux continuer de prendre des notes justement pour cette vidéo là. Ça se trouve les notes que je suis en train de vous lire, je les ai écrites pendant que j'étais en train de me faire nettoyer par le robot japonais. Et par contre, pour quand même contrebalancer avec un truc négatif, le PQ au Japon c'est nul à chier. Parce que vu qu'ils s'en servent peu, eh ben il est pas aussi développé que chez nous. Bon après il paraît que le PQ c'est une aberration écologique donc on va accepter. Mais c'est vrai que leur PQ c'est du simple épaisseur. Et t'as jamais vu du simple épaisseur en France avant de partir. Vous savez, même dans les toilettes, à l'école ou en entreprise, il est pas terrible le PQ. Si jamais il se coupe à des endroits spécifiques, il se déchire et tout, bah même ça c'est 2 fois plus épais que le PQ qu'il y a au Japon. Eux en fait ils s'en servent dans de rares occasions, ou alors pour se sécher les fesses, pour enlever toute l'eau qui t'est arrosée quoi. Sauf que bah du PQ pas très épais, si il est mouillé, bah du coup il se troue quoi, donc c'est pas parfait. Hein. Autre chose aussi aux toilettes, il y a des trucs qui sont pas forcément mieux que chez nous, mais qui sont juste différentes, je vous ai dit. Parfois c'est juste par exemple le loquet pour fermer la porte des chiottes. Et ben en France, c'est un peu tout le temps le même système de loquet, tu bouges le truc comme ça sur le côté, ça ferme, tu peux pas ouvrir la porte. Et ben je crois avoir vu en quelques jours 3 ou 4 systèmes de loquet différents au Japon. Donc c'est pour vous dire que il y a des trucs, avant de partir dans un pays étranger, tu sais pas forcément que tu vas tilter sur des trucs nuls comme ça, mais moi j'ai tilté sur les différents systèmes de loquet pour fermer des portes à clé. Sinon les logements aussi sont pas bien isolés, comme ça ils entendent ce que tu fais dans les toilettes. C'est beaucoup de portes coulissantes, contrairement à nous où tu sais ça tourne comme ça. C'est coulissant et j'ai l'impression que le son passe beaucoup. Et même dans les immeubles d'un appartement à l'autre, c'est pas très assonorisé, pas autant que chez nous en France en tout cas. Faut pas avoir peur d'entendre un petit peu ce qui se passe à côté. Et puis les portes et fenêtres coulissantes partout, donc même les fenêtres, hein, ça se coulisse, un peu comme les portes. Donc c'est rigolo, hein, ça rappelle les portes dans Shenmue. Tu te dis, elles ont pas été modélisées pour rien, bah c'est parce que c'est comme ça les systèmes là-bas. Mais j'ai trouvé ça plutôt pratique, parce que parfois t'as quelque chose dans les mains, ou alors parfois ça demande un effort de tirer ou de pousser quelque chose. Alors pousser c'est plus simple, mais tirer quand t'as déjà quelque chose dans les mains c'est pas pratique, et je trouvais que le système de coulissage, ça isole pas bien, mais dans certaines situations j'étais ah ouais c'est pratique. Beaucoup de réactions hein, dans le chat après avoir parlé des toilettes, je savais que ça allait vous plaire. Un jour j'espère pouvoir faire un voyage au Japon. Sauf que mon niveau en japonais est limité aux animés et mon anglais c'est niveau 6ème, alors j'ai peur de pas pouvoir me débrouiller là-bas. Alors, moi mon niveau japonais, il est même pas au niveau animé parce que je mate pas d'animé, et mon anglais, il m'a pas tant servi que ça au final, parce qu'il y a plein d'endroits où les gens ils parlent pas si bien anglais que ça. Mais je pense qu'on a une chance énorme depuis quelques années, avec l'évolution de la technologie,
c'est qu'avec nos portables, on fait des merveilles. Google Trad, c'est juste magique. Ça sauve des voyages. Tu vas voir un japonais, même pas besoin d'écrire, hein. Les systèmes de reconnaissance vocale marchent bien. Tu dis quel est le chemin pour nanana. Et ensuite, ça écrit ce que t'as dit, mais en japonais. Tu le montres au gars, tu l'enregistres, lui il parle en japonais, et comme ça vous pouvez parler par téléphone interposé. Donc ça marche avec le texte, ça marche avec la voix, et ça marche même avec les photos. Donc même sur un menu de restaurant, tu le prends en photo, et ben là t'as tout qui est sur la photo traduit. Et parfois, ça dépend, mais parfois ça marche même sur ce qui est écrit à la main, genre à l'écriture manuscrite. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. Alors parfois, il y a que 2 mots sur 3 qui sont traduits, mais ça suffit pour comprendre le sens général. Donc en fait, je dirais, ne t'inquiète pas du tout de pas pouvoir communiquer avec les gens, parce que c'est dans ce genre de voyage qu'on se rend compte. Le langage passe aussi beaucoup par tout ce qui est gestuel, et ça, c'est fun ça aussi dans les voyages, de pas vraiment avoir une langue commune avec l'autre personne, parce que si les deux ont envie de se communiquer quelque chose, ils trouveront un moyen. Du coup, limite, c'est un petit peu de la triche le téléphone, mais ça dépanne quand même bien dans certaines situations. Ouais, sur les personnes âgées, l'anglais c'est 0, tout à fait. Mais du coup, c'est drôle parce que c'est pas parce qu'ils parlent pas anglais qu'ils ont pas envie de te parler. Au début, tu trouves ça rigolo. Et puis je vous avoue que plein de gens viennent naturellement te voir parce que t'es une attraction, t'es un étranger. Et quand t'en es à ton 10e vieillard qui vient te parler, qui te parle en japonais, tu comprends rien, et il a envie de t'aider, alors que tu dis non mais c'est bon, je connais mon chemin, t'inquiète. Bon, c'est pas parce qu'il y a la barrière de la langue que les gens ont pas envie de parler. Y a-t-il des madame et monsieur pipi dans les gares par exemple? Ah bah oui, hein. De toute façon, il y a des monsieur et des madame tout dans les gares. Il y a du personnel partout. Justement, tu cherches quelque chose, tu peux toujours demander, même dans la plus petite des stations de métro, t'auras toujours quelqu'un du staff quelque part. Alors que dans le métro à Paris, en tout cas, il y a plein de stations où il y a personne. Ou alors quelqu'un derrière un guichet, il y a la queue, mais là, les gens du staff sont facilement accessibles, parce qu'il y a plein de gens, et parfois, t'as des gens même qui servent à rien. C'est au Japon que j'ai pris conscience de ce que c'était qu'un job mytho. J'ai plusieurs petits exemples comme ça. Imagine une sortie de parking en France, t'es sur le trottoir, tu regardes s'il y a la voiture, s'il n'y a pas de voiture, tu passes. Et ben, il y a plein de sorties de parking où au Japon, t'as 2 mecs en uniforme de chaque côté du trottoir de la sortie de parking. Et donc t'avances, il regarde, et avec son gros bâton, il fait genre « Allez, c'est bon, vous pouvez passer ». Et tu sais, t'en as 2. Donc c'est... bah ça fait 2 salaires à payer. Et puis par exemple, si il y a un travaux une petite camionnette de chantier ou un truc comme ça en France qui se gare en double fil, il va mettre ses clignotants, et puis c'est tout. Ben au Japon, si la camionnette elle fait ça, elle va être entourée de petits plots, et t'as 5 mecs tout autour des plots qui font la circulation en mode attention, attention, il y a une voiture qui est garée en double fil. Et donc j'ai trouvé qu'il y a plein de cas de figure comme ça où t'es là, ouais mais c'est vraiment histoire de donner des jobs à tout le monde. Donc ça m'étonne pas que, je sais pas si le chômage est très haut là-bas, je pense pas. Ça m'a rappelé, dans ma famille, les gens qui m'ont conçu, j'ai des origines de l'Est, des pays communistes. Et on me disait que là-bas, à l'époque, il n'y avait pas du tout de chômage. Parce que même le pire des bons à rien, on allait quand même lui trouver un job. Et on m'avait raconté que, genre dans les restaurants, tu rentrais dans le resto, ou dans les magasins, bah t'as quelqu'un qui ouvrait la porte. Quelqu'un qui s'occupait de prendre ton parapluie pour le mettre dans l'endroit où il y a les parapluies. Ou de prendre ton manteau pour le mettre sur le porte-manteau. En France, t'as pas ça, tu gères ton parapluie et ton manteau tout seul. Mais c'est pour dire, voilà, il y a des pays, tu veux faire travailler tout le monde, bah tu vas trouver une tâche à faire à tout le monde. Notamment dans les gares, là, nettoyer les toilettes, ça reste quand même un vrai job, hein. Mais par contre, parfois, t'as des gens... Une fois, une dame, genre, qui avait un petit chiffon et qui nettoyait, mais genre, limite, chaque carré de carrelage, un par un, dans une gare, je crois. Et t'es là, putain, mais y a pas des moyens plus efficaces que ça? Ouais, donc un petit peu ce sentiment de juste des jobs pour faire travailler les gens. Et beaucoup de vieux qui bossent. On parlait du fait qu'il y ait beaucoup de vieux au Japon. Il semblerait que le système de retraite soit pas ouf, et qui t'oblige à faire bosser des gens qui ont 70 ans, 80 ans. Donc tu vas trouver dans les supermarchés des personnes âgées, ou dehors des vieux qui ramassent des feuilles, qui balayent. Donc quand même parfois des trucs un peu physiques, hein. Ou à la caisse, qui t'encaisse quand tu sors du magasin. Pas mal de vieux qui bossent. Donc ça, c'est pas un truc sur lequel j'envierais beaucoup le Japon. Moi, je veux avoir ma retraite à 50 ans, et pas avoir à ramasser les feuilles mortes. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut montrer que t'es occupé. Donc, quitte à faire des trucs un peu nuls,
Bah regarde Shigeru Miyamoto obligé de bosser à 72 ans, tout à fait. La plupart des voleurs au Japon, c'est des personnes âgées qui n'ont pas les moyens. Et bah, j'ai un mot à dire sur l'insécurité plus tard dans mes notes. Aux États-Unis, c'est un peu pareil, avec des vieux qui bossent aux caisses des supermarchés à remplir tes sacs de courses. Ah ouais, bah voilà, peut-être que le Japon prend un peu trop d'exemples sur les US. C'est pas étonnant d'avoir autant de gens qui travaillent pour rien au Japon, car la mentalité japonaise, si t'as pas de travail, t'es un peu une merde et ça juge fort. Ouais, en fait, je pense qu'il y a le côté, il faut servir la société. On se la joue collectif. Et donc, si tu fais rien pour le collectif... Tu vois, c'est pas un pays communiste, mais il y a quand même cette idée d'avancer ensemble. Et puis tout ce qui est culture de la honte, de qu'est-ce que les autres vont penser, j'ai l'impression que c'est plus vénère là-bas que chez nous. Et globalement, en termes de mentalité entre les Français et les Japonais, j'ai vu comme une naïveté un petit peu chez les Japonais. Alors c'est dur à dire, hein, parce que je suis pas resté ultra longtemps non plus, mais moi je pensais que les Français, on était plutôt... Enfin, un Français par rapport à un Français, bon, il se considère comme normal, mais en allant au Japon, j'ai pris conscience d'à quel point les Français, nous, on était cyniques sur plein de choses quand on parle. On fait souvent des blagues du second degré ou des sous-entendus. Quand on dit quelque chose, on a la critique un peu facile. Et en comparaison, j'avais l'impression qu'au Japon, ils étaient plus premier degré. Du coup, de notre point de vue, ça peut être considéré comme un peuple plus naïf que nous. Et j'avais l'impression que, bah, du coup, ils s'émerveillaient sur des trucs beaucoup plus bateaux. Genre très vite, c'est « Oh Oh !» C'est peut-être juste une illusion, hein. Mais j'ai noté ça dans mes notes. Ça fait 2-3 ans que j'utilise Google Trad ou Papago pour les jeux Jap. Ouais, bah du coup, quand j'ai découvert le système de prendre des photos pour traduire du texte, et ben ça a même changé la façon dont je joue à des jeux, parce que vu que j'ai acheté pas mal de jeux japonais, et ben je pensais que certains jeux allaient être juste injouables, et bah en vrai, rien qu'un menu entier en japonais, tu fais ça, tu vois tout de suite sauvegarder, charger, continuer, les options. Parfois les japonais ils aiment bien inverser les caméras dans les menus, et ben là tu fais la photo, tu vois qu'est-ce que c'est caméra inversée, bah tu peux t'y retrouver très facilement sans avoir à parler la langue. Et même parfois, dans un Yakuza j'avais fait ça, dans Yakuza Kenzan, pendant les cinématiques je traduisais les dialogues, alors c'est pas top hein, mais je comprenais le sens global de la cinématique. Il y avait des mots qui étaient un peu chelous, t'as 50% de la phrase, le cerveau fait le reste, et ça, je pense pas que c'était possible il y a 10 ans. Donc plus le temps va passer, moins on aura à apprendre des langues. Et en plus, je dis ça alors que sur mon téléphone, j'ai une alerte de Duolingo, parce que j'étais chargé Duolingo avant de partir au Japon. Sinon, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a plein de lieux au Japon qui ont pas l'air visitables, mais en fait, si, ils sont visitables. Genre des ruelles étroites, des escaliers qui donnent dans la rue. Enfin, le level design des villes est pas très semblable à ce qu'on trouve en France. Il y a des coins qui seraient pas accessibles en France parce qu'on dirait que c'est une propriété privée. Et bah là, au Japon, tu peux y aller, donc il y a un côté exploration. Moi, j'aimais bien me perdre dans des petites ruelles. Et t'as pas trop ça, je trouve, à Paris. Y a pas genre une ruelle qui est entre le privé et le public, c'est un peu chelou. Et bah si vous avez joué à Yakuza, les derniers Yakuza, souvent tu pars dans des petits endroits exigus, bah le Japon c'est exactement ça, il y a plein d'endroits où tu peux passer. Un des chocs que j'ai eu, c'est à quel point le Japon ressemblait de ouf à Yakuza. Tu vois, autant Shenmue, bon bah tu sens que c'est un jeu plus ancien, c'est pas une reproduction un pour un, mais dans Yakuza, c'est ultra similaire. Hein. Le genre d'enseigne, la structure des rues, les commerces... Vous imaginez pas le nombre de fois où je me disais « Putain, c'est comme dans Yakuza !» Sauf qu'on m'arrêtait pas toutes les 30 secondes pour me casser la gueule. Et donc si vous voulez aller vivre l'expérience d'une ville japonaise le moins cher possible, sans avoir à niquer votre bilan carbone, bah Yakuza c'est pas mal. Hein. Lancez-vous un des jeux. Mais ouais, parfois tu vas dans des petites ruelles ou dans un escalier qui donne sur la rue, et t'es là, mais je peux rentrer ? Là t'y vas, y a personne. T'as l'impression d'entrer chez des gens, et en fait, t'as une des portes, et bah c'est un restaurant. Et la tour était, ah mais c'est un lieu public en fait. Ah tiens, c'est une boutique. Mais il y a plein d'endroits comme ça, où t'explores, et en fait, bah ouais, tu peux y aller. Par contre, si tu peux pas y aller, il y a des gens qui te le disent. Je vous ai dit là, les gens qui bloquaient certaines portes de parking ou quoi, ou qui te disent quand un lieu est fermé, là t'inquiète pas qu'il y aura quelqu'un embauché par la mairie pour te signaler qu'il faut pas venir. Et d'ailleurs, même tout ce qui est gestes et symboles, au Japon, c'est pas tout à fait comme chez nous. Bon, par exemple, quand il y a quelqu'un devant une porte et qui te fait ça avec les mains, tu comprends que c'est, bon bah, venez pas.
Mais en France, les gens font pas trop ça. Pour te dire non, c'est fermé. Enfin, je trouve. Le côté X, non. Et ben le symbole X, avec les doigts ou le bras, c'est plus répandu là-bas. En même temps, même sur PlayStation, là-bas, X, c'est annulé. Alors que chez nous, X, c'est validé. Et rond, c'est annulé. Bah, au Japon, c'est inversé. Et un autre mouvement que j'ai trouvé rigolo, c'est ça. Genre, si t'as quelqu'un au loin qui te fait ça, en France, t'as l'impression qu'il te dit « Vas-y, casse-toi ». Genre, vas-y, dégage. Genre, allez, zou. Et ben en fait, au Japon, c'est une façon de dire « Allez, viens, viens, viens ». Tu sais, en France, tu ferais ça, genre, les doigts au-dessus de la main, en mode « Come on, come on ». Et quand tu fais l'inverse, c'est en mode « Allez, dégage ». Bah là, c'est genre « Allez, viens, viens, viens ». Donc, et j'ai eu parfois des malentendus avec des gens où t'avances et la personne te fait ça et tu dis « Ah merde, il faut se barrer ». Et en fait, il te disait de venir. Du coup, après, tu te sens mal, t'es genre « Putain, lui, il a dû se dire dans sa tête « Viens, 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 super, j'ai envie de te parler ». Et toi, tu te casses. Ouais, les boutiques d'occasion, moi j'ai adoré ça. Hein. Les book-off. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que j'en suis tombé amoureux. Mais même sans parler de jeux vidéo, je pense qu'il y a quelques fans du Japon à qui ça fera plaisir d'apprendre qu'il y a énormément de mangas. C'était assez fou de voir des rayons où il y avait 10 fois plus d'étagères à livres que dans la moindre Fnac. Il y a des hectares et des hectares de livres. Ça m'a surpris. Et puis aussi voir à quel point la culture, jeux vidéo, manga et même porno est respectée dans les boutiques, genre de boutiques d'occasion et de librairies. T'as des coins full porno, t'as un petit rideau, mais genre tu passes et là mais je suis dans un sex shop alors qu'en fait je suis dans un book-off. Et puis même, y a des endroits où t'as des murs entiers de jeux PS Vita, t'as des rayons jeux, les jeux Peggy 18, mais en gros là-bas ça s'appelle Zero Z. Et c'est marrant parce que les jeux catégorisés plus 18, qui eux sont un petit peu plus cachés, et bah c'est pas forcément les jeux auxquels on pense, c'est tout ce qui est jeux occidentaux, genre Call of Duty, Assassin's Creed, Dead by Daylight, alors que tout à côté tu vas avoir un mur entier de jeux avec des petites filles en maillot de bain, avec des gros boobs, des styles manga. Enfin, vous voyez un peu le style japonais, pas hentai, mais un peu cochon. Et ben ça par contre, c'est à la vue de tous, et c'est moins choquant qu'un jeu violent. Qu'un jeu violent fait par des occidentaux. Et par exemple, dans les casinos, chez nous, il y a des machines à sous, genre avec des thèmes comme Star Wars, la machine à sous sur l'Égypte, des trucs comme ça. Bah là, j'étais surpris de voir au Japon une machine à sous Kenran Kagura. Vous savez, le jeu 3DS, le beat'em all où quand tu frappes, et bah ça déshabille les filles et elles ont des seins gélatineux qui bougent. Bah là, dans le casino, t'as une machine comme ça. Donc, je trouve ça marrant que tout ça soit autant assumé. En tant que Français, quand t'arrives là-bas, t'es « Oh, c'est foufou, hein !» Alors que, bah, après quelques jours, ça devient habituel et ça surprend même plus. Mais donc tu te dis « Ah ouais, on est un peu pudique hein, en Europe. » Mais ouais, globalement, les rayons jeux vidéo, ils ont pas la même tête que chez nous. Que ça soit sur PS4 ou sur Switch. Rien que quand tu vois toutes les jaquettes, c'est que des trucs style animé manga, avec des images très colorées, du rose, des filles pas très vêtues, comme je vous le disais. Alors que quand tu regardes un rayon de jeux, genre à Auchan, au Carrefour, bah les jaquettes ont vraiment pas la même tête quand tu vois tout ce qui est plus sérieux en mode GTA, Call of Duty. Alors que là, bah, au Japon, c'est surtout des RPG, des visual novels, ou des jeux de mahjong de cul. Et puis tout ce qui est gros RPG, hyper recherché chez nous en version française, bah ça coûte une fortune, alors qu'au Japon, ils sont là à 2€ parce que c'est un style tellement populaire là-bas que c'est comme les FIFA chez nous. Ils se sont vendus à la pelle. Et bah par contre, j'avais trouvé un vieux jeu de rallye sur PS Vita en France dans un cache à genre 5€. Bah ce même jeu de rallye, donc pas japonais, mais au Japon, bah là il coûtait une vingtaine d'euros. Donc c'est marrant les écarts de prix. Les trucs qui nous font pas trop rêver nous, parce que c'est très accessible et très répandu, et ben chez eux c'est un petit peu plus cher. Peut-être que justement il y a une niche de joueurs japonais qui aiment bien les trucs très occidentaux.
Donc vu que ça s'est moins vendu, ça coûte peut-être plus cher en version Jap. Mais ouais, marrant sinon de voir tous ces jeux que tu connais, mais qui ont des jaquettes différentes. Souvent au Japon, ils changent les héros à mascotte pour les rendre un petit peu plus mignons, plus kawaii. Genre tu vois la jaquette de Ratchet et Clank ou Jak and Dexter, ils sont beaucoup moins badass que dans la version PAL ou américaine. Ouais, dans les caches en France, t'as genre, pour tout ce qui est jeux rétro, t'as une petite vitrine quoi. Une petite grille, enfin un petit truc en verre avec 4-5 jeux Super Nintendo si t'as de la chance. Peut-être 2-3 jeux GameCube, mais c'est pas la folie. En France, tu vas surtout avoir des jeux PS3, 360, PS4. Alors que là, dans le moindre book-off au Japon, mais t'as des centaines de cartouches Super Famicom, des centaines de jeux PS1 en super bon état, des jeux Nintendo 64, des bacs remplis de cartouches en loose comme ça. Ça prend une éternité de tout fouiller, mais c'est le paradis. Hein. Faut vous dire que il y a autant de jeux Super Nintendo que de jeux PS2, PS3 là, chez nous. Et même pas, parce qu'en vrai, même chez eux, le rayon PS2 il est énorme. Et tu trouves pas les mêmes trucs. Par contre là-bas, tu vas rien trouver sur Xbox. Hein. Ça, il y a pas des murs entiers remplis de trucs Xbox. Une fois, j'ai dû voir une Xbox One, peut-être en rayon, mais c'est rare. Hein. Par contre, je crois qu'il y a des jeux Xbox 360 qui sont un peu recherchés. Il y a des shoot'em up qui sont sortis en version physique que chez eux. Donc sur la 360, je crois, il y a quelques trucs un peu de niche, qui du coup sont très recherchés aussi par les collectionneurs étrangers. Sinon, le coin où il y a plein de trucs rétro, c'est Akihabara. Enfin, de toute façon, si t'aimes les mangas et toute la culture japonaise, Akihabara, c'est le coin très touristique. C'est pas là-bas que j'achète des trucs, parce que moi je préfère les book-off, vous le savez. Mais c'est ouf un quartier avec, encore une fois pour rester dans cette image du pays qui s'assume et qui revendique ce qui rend sa culture unique aux yeux des étrangers, donc notamment par tout ce qui s'est expatrié comme les mangas et les jeux vidéo, bah c'est ouf de voir des énormes immeubles avec des affiches énormes de personnages de manga. Ça c'est pas partout, hein, surtout à Akihabara. Mais nous en France on n'a pas des trucs comme ça. À la limite t'as une énorme affiche Call of Duty parce que le nouveau Call of vient de sortir et il y a une bête de campagne marketing, mais là, voir des affiches de trucs de jeux ou de manga un peu partout, moi je trouvais ça cool. Là où en France, c'est plutôt pour montrer genre la nouvelle voiture Peugeot, à la limite. Donc ça fait plaisir de voir les pays qui mettent en valeur leur spécialité locale. Sauf que nous en France, la spécialité locale, on s'en fout, genre les voitures. Et ben quand tu vas au Japon et qu'on met en avant un truc que tu kiffes, et qui est aussi une des raisons pour lesquelles tu es allé au Japon, et ben ça flatte ton petit ego, ça fait plaisir. En parlant Peugeot, y a-t-il des voitures françaises au Japon? Des voitures françaises, non. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la forme des voitures aussi est différente. Ça a été un choc aussi. La forme des voitures au Japon, elle est pas comme chez nous, genre plus allongée. On dirait qu'elles sont toutes plus cubiques et ramassées, toutes enfoncées. Enfin, pas toutes, il y a des exceptions bien sûr. Mais globalement, les voitures sont plus compactes qu'en France. On dirait vraiment qu'elles ont le nez enfoncé comme si elles s'étaient prises un mur. Donc ouais, au niveau des voitures, les gens ne traversent jamais au rouge, hein, même s'il n'y a pas de voiture, ça tout le monde le sait. Il n'y a que certains pays d'Europe où on se permet de traverser comme ça, sans vergogne. Mais donc ouais, la gueule des voitures est différente, et même tout ce qui est camionnettes, genre camion poubelle ou camionnette de livraison, pareil, enfoncé et petit. Donc il y a un petit côté, les voitures sont mignonnes. Avec leur côté plus ramassé, plus compact. Peut-être qu'il y a moins de place du coup au Japon, alors ils font des trucs plus petits. Et puis après tu reviens en France et putain, elles sont quand même vachement grandes pour rien les voitures. C'est ouf la place qu'occupe un humain juste parce qu'il a décidé de se déplacer dans une grosse caisse en métal. Faudrait rendre les voitures plus petites. Et les gens roulent à gauche au Japon. C'est une habitude à prendre ça. Tu traverses ou que tu regardes, c'est comme en Angleterre. Ça roule à gauche alors que... Ouais, les Américains, ils roulent à droite. Ils ont foutu toute leur culture au Japon, là, après la guerre. Mais ils leur ont pas appris à rouler dans le bon sens. C'est fou. Et donc, ça se retranscrit aussi sur l'escalator. Quand tu vas dans le métro, les gens, ils serrent la gauche sur l'escalator. Les gens, ils montent pas trop, ou ils descendent pas trop les escalators, ils se mettent vraiment sur la gauche. Alors que, bon... Moi, en France, je me mets à droite, et la plupart des gens, ils se mettent à droite, et globalement, parfois, t'as des pancartes dans le métro parisien qui te disent serrez à droite. Mais il y a toujours des connards qui restent au milieu, ou qui se mettent du mauvais côté, alors que tout le monde est à droite. Mais globalement,
les gens savent qu'il faut se mettre à droite. Et ben au Japon, c'est respecté, sauf que c'est à gauche. Mais, il y a un twist, dans toutes les villes du Japon que j'ai fait, les gens se mettent à gauche, sauf à Osaka. À Osaka, ils se mettent tous à droite. Du coup, le brain fuck, parce que, tu sais, ça demande un effort mental, t'arrives dans l'escalator, tu dis, ah ok, je me mets à gauche. Alors que normalement, tu te mets à droite. Et quand tu reviens en France, t'es merde, c'est de quel côté? Et là, t'arrives à Osaka, et dans la ville d'avant et la ville d'après, c'était autre chose. Alors, de ce que j'ai compris, Osaka, c'est la deuxième ville du pays, deuxième plus grande ville, et il y a un peu une rivalité entre Osaka et Tokyo, et il paraît que Osaka aime bien faire des choses pas comme Tokyo. Donc même dans le look, Tokyo, ils sont un peu sobres, costard-cravate, tailleur, robe, tu vois, pas trop fancy, alors qu'Osaka, c'est plus streetwear, truc plus coloré, on se fait remarquer. Donc certains disent que ouais, bah, ils veulent juste faire les choses différemment, et c'est pour ça qu'ils vont dans l'escalator à droite. Et donc c'est marrant parce que Kyoto, c'est vraiment juste à côté d'Osaka. Et à Kyoto, les gens se mettent à gauche dans l'escalator, mais à Osaka, ils sont à droite. Les Japonais sont très organisés quand ils font des files d'attente. Je vous ai dit, ils pensent collectif, donc t'as l'impression que c'est un cerveau commun qui s'organise de manière logique, donc c'est d'autant plus marquant quand t'as tout le monde qui se met à gauche, tout le temps, tout le monde qui se met à droite. Mais bon, je vais pas parler des escalators pendant 2 heures non plus. Sinon, ouais, dans les quais de train, bien plus large. Les quais de métro, j'ai trouvé, il y a beaucoup plus d'espace que ce que t'as en France. Et puis devant les portes de métro, et ben les gens font la queue. Là où en France, bah t'as juste un amas de gens qui attendent que le métro arrive, et puis après, c'est le premier qui entre. Les gens font leur sauvage, ils laissent pas les gens sortir. Là, au sol, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Japon, je l'avais illustré ça, mais donc t'as des marquages au sol, et les endroits où il faut se mettre à la queue leu-leu. Et les gens le respectent. Moi je fais pas partie de ceux qui trouvent que c'est angoissant. T'arrives, tu sais où tu dois te mettre, tu fais un peu comme tous les autres et t'es pas trop paumé. Puis il y a des wagons seulement pour les femmes dans certaines lignes de métro, ça c'est assez connu. Mais globalement c'est surtout aux heures de pointe, quand il y a beaucoup de monde, ils veulent pas qu'il y ait des frotteurs. Mais donc c'est indiqué parfois wagon pour femmes. Et globalement, sinon, j'ai vu des métros bien bondés, mais rien de comparable avec ce qu'on pouvait voir dans certaines vidéos où t'as des mecs, des trains là qui devaient pousser pour que les gens entrent. Mais à certaines heures, ouais, c'est quand même blindé. Et ça me l'a pas fait en France. Au Japon, je sentais vraiment que j'étais au-dessus des autres. Mais en termes de hauteur. Franchement, j'avais bien une tête de plus que tout le monde. Donc la taille moyenne au Japon est quand même plus basse. Et il n'y a aucun bruit dans le métro. Enfin, il y a le bruit du wagon qui roule, quoi, mais sinon, les gens, ils parlent pas dans le métro. Ils ont leur casque. Et donc, du coup, quand toi, t'es avec quelqu'un, au début, tu parles et tu merde, on fait du bruit, en fait. On va essayer de chuchoter un peu. Mais ouais, il y a un respect de pas faire de bruit, là où le métro, en France, ça peut être un petit peu plus bruyant. Bah, dans le métro, en France, t'as le mec qui arrive avec son accordéon, qui va lancer sa musique et tout, ça t'as pas au Japon. Par contre, ouais, le métro, je l'ai trouvé assez vieillot. T'as plein de choses où le Japon était considéré comme un peu à l'avant-garde de la high-tech, dans les années 80, 90, avec la robotique, tout ça. Mais c'est comme s'il y a des choses qui étaient très en avance sur leur temps dans les années 80, qui se sont figées à cette époque-là. Et donc quand tu te balades dans le métro, t'as encore des trucs très jaunis, un peu gris, qui ont l'air d'un autre temps. Et tu trouves encore des vieilles cabines téléphoniques, des vieux téléphones très old school, dans les métros et dans plein d'autres endroits. Sinon, pour rester dans les métros, j'avais noté que dans le métro, il n'y a pas de siège dans le sens de la marche ou dans l'autre, ou alors par carré, genre 2 face à 2 autres personnes. Les sièges sont le long du mur du wagon, donc sur le côté. Donc t'es en face à face avec l'autre ligne de gens. Bon, c'est un petit truc qui change, c'est pas comme ça en France. Et je pense que c'est plus efficace pour les moments où il y a beaucoup d'affluence. Si t'as plein de gens blindés dans le métro, c'est vrai qu'en France c'est mal réparti parce que t'as toujours tout le monde qui est collé face à côté de la porte, et les gens qui essayent d'entrer qui poussent et ça marche pas, et le conducteur dans le haut-parleur qui dit « Avancez dans les couloirs s'il vous plaît !» Et les gens qui le font pas parce qu'ils disent « Ouais, moi je dois sortir à la station d'après donc je vais pas avancer dans le couloir si après je peux pas sortir. » Et ben au Japon, vu qu'il y a pas de couloir, parce que c'est un énorme couloir géant, parce que t'as pas des sièges qui bloquent en fait l'accès, vu que tout est collé contre les murs,
bah, c'est plus facile, je pense, de faire rentrer plein de gens. C'était une petite différence. Et même les places assises, que ça soit dans le métro ou dans les bus aussi, parce que dans les bus, par contre, c'est dans le sens de la marche et t'en as 2 par 2, et ben les sièges sont assez petits. C'est pas taille américaine, quoi. Ils sont assez collés les uns aux autres, et il y a une proximité presque amoureuse parfois, tu vois, quand t'as 2 personnes assises côte à côte, t'as l'impression que c'est un couple, tu sais, épaule contre épaule. Et là où en France, parfois, tu te dirais, bah non, là, je vais pas m'asseoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à côté de cette personne, bah, eux, je pense, ils ont l'habitude d'être serrés, et parfois, t'as vraiment une toute petite place pour ton cul, et bah, l'autre, t'as quand même une autre personne qui s'assoit à côté, parce qu'ils ont peut-être l'habitude que les places soient pas très grandes. Et sinon, pour parler de bus, en France, généralement, tu rentres par la porte à côté du conducteur, et tu valides ton ticket, et puis tu t'assois. Alors qu'au Japon, tu rentres par la porte du fond, et t'as un distributeur qui te donne un ticket avec un numéro. Et en fait, le ticket, il te dit à quelle station t'es entré. C'est encore un autre procédé. Tu prends, un peu comme à la CAF, ton numéro de passage, bah là, en fait, tu prends le numéro qui correspond à la station à laquelle t'es entré dans le bus. Et ensuite, tu sors par la porte à côté du conducteur. Donc je dis, c'est l'inverse qu'en France. Tu rentres par la porte de derrière, tu sors par la porte de devant, et quand tu arrives à côté du conducteur, tu donnes le ticket, et en fait, il y a un tableau qui affiche par rapport à la station où tu es entré, combien t'as fait de stations. Donc je sais pas, t'as pris le ticket avec écrit 10, là t'es à la station 13, bon bah t'as fait 3 stations, et donc tu payes l'équivalent de 3 stations. Et donc là tu donnes l'argent au conducteur, et c'est comme ça que tu payes ton billet. Donc c'est différent par rapport à Paris où t'as un ticket pour peu importe la longueur de ton trajet. Et donc c'est cool le bus, bah tu peux voir un peu ce qui se passe dehors, mais il y a pas mal de métros qui sont en extérieur aussi, un peu comme dans les RER quand tu quittes Paris. Tu sais, quand on est vraiment dans le centre de Paris, j'espère que je suis pas trop parisien centré dans mes comparaisons. En même temps là je compare beaucoup Tokyo, donc forcément je le compare à une capitale, mais globalement tout ce qui est métro et RER, dans Paris c'est sous la terre, et dès que tu vas un peu en banlieue, et bah là tu vois un peu les paysages. Et ben à Tokyo et au Japon, je trouvais que tu voyais souvent les paysages. Il y a aussi des parties sous la terre, hein, mais il y avait plus souvent le feeling RER où tu vois les habitations dehors. Parfois, il y a souvent des rails même qui surplombent la ville. À Paris, t'as la ligne 6, parfois, qui est un peu en hauteur, où tu vois, mais ouais, il y a pas mal de lignes où tu vois la ville, dans plusieurs grandes villes japonaises. Et puis, dans les rames de métro, t'as des petits écrans avec des pubs qui défilent. Et encore une fois, ce côté, on assume... notre culture locale, t'as des pubs sur les DLC de Splatoon 3, comme ça, au calme, avec des gags, avec des vraies photos de calamars. Donc le marketing, il est aussi différent de ce que nous, on peut avoir quand on a des pubs de jeux vidéo. Donc ça m'a plu. Et quand je vous parlais des gens qui étaient collés dans le métro, c'est impressionnant aussi le nombre de personnes qui dorment dans le métro. Alors il paraît je parle pas des SDF, je parle des gens vraiment qui sont assis, qui se déplacent, mais qui en profitent de ce trajet pour dormir un peu. Comme vous là bientôt, vous allez bientôt vous coucher. Mais moi non, parce que j'ai encore une quarantaine de chocs culturels à vous partager. Peut-être que justement les gens travaillent trop, rentrent le soir trop tard du boulot, se lèvent trop tôt, et donc sont tout le temps crevés, et donc profitent du moins de moments où ils sont posés dans leur wagon pour pouvoir dormir. Et j'ai l'impression que les Japonais, ils peuvent dormir dans des positions improbables. Dans des positions pas du tout confortables, ils arrivent à dormir parfois. Donc serré, tu vois, moi si je m'endors, j'ai la tête qui tombe et direct, aussitôt je me réveille. Ou alors je me cogne et je me réveille. Et ben eux non, ils arrivent à, comme ça, à rester la bouche ouverte, en équilibre, alors que le métro il bouge en même temps. Donc ça m'a surpris. Ça raconte quoi de votre côté? Tu as rencontré des filles au Japon? C'est interdit de draguer au Japon? Les seules fois où on pourrait apparenter ça à de la drague, c'est surtout des prostituées qui m'abordent pour que je leur donne de l'argent. Donc oui, passer une certaine heure, disons que dans les rues, il y a des filles qui viennent te chercher, tu t'approches, elles font « Masaji, Masaji ?» C'est genre, tu presses le pas, tu dis non de la tête, et faut « Sexo, sexo ?» Tu te dépêches pour aller au book-off, t'es « Non, ne prenez pas mon argent !» Le cliché de la japonaise qui fantasme sur l'occidental est donc faux? Je sais pas. Dans les pays asiatiques plus pauvres, je pense qu'un occidental a beaucoup de succès, mais le Japon est quand même un pays riche.
Donc il n'y a pas ce côté, oh, l'occidental a plein d'argent, il vaut mieux donner son argent au book-off qu'aux prostituées, tout à fait. Alors, autre chose que j'avais noté, bon, est-ce qu'on peut appeler ça un choc culturel? Je pense pas. La béquille des vélos, qui permet de tenir le vélo debout, et ben la béquille, elle fait le tour de la roue. C'est pas genre une petite béquille sur le côté comme nous, qui tient pas très bien, où en fait le vélo, il est un peu en équilibre sur un tout petit bout de métal. Donc ça semblait un petit peu plus évolué au Japon. Mais voilà, quand je vous disais que j'avais aussi constaté des trucs de merde, c'est ce genre de détail, la béquille des vélos. Mais pour les trucs un peu plus marrants, dans les restaurants, il y a souvent un bouton sur la table. Ah, c'est tentant, t'as envie d'appuyer dessus, mais en gros c'est pour appeler le serveur. Et donc c'est un peu mieux, je trouve, que le système en France où le serveur est toujours à courir à droite à gauche parce que ils ont un boulot pas facile, et toi t'essayes de l'intercepter avec ton regard, et quand t'arrives à le regarder, il te fait « J'arrive !» et il continue ses trucs. Là, bah t'appuies sur le bouton, t'attends un peu, il y a quelqu'un qui vient. Ça évite de claquer les doigts et faire « Hey, garçon !» qui fait ça. Et en attendant, quand tu t'installes à ta place, il te sert toujours un verre de thé ou d'eau en attendant. Alors moi, je bois pas de thé, mais je me laissais tenter par du thé. Parfois, c'est du thé froid, genre dans la carafe d'eau. Et il y a toujours plein de glaçons dans les carafes d'eau, c'est ouf. En France, on te sert une carafe d'eau avec l'eau du robinet normal. Là, il y a toujours la masse de glaçons. Donc c'est pas toujours évident de boire ça vite. Moi, j'aime bien parfois enchaîner les gorgées. Et là, t'es putain, mais ouf, ça attaque par où ça passe. Mais au moins, c'est un pays qui sert de l'eau, des carafes d'eau. Et ça, même en Europe, c'est pas vraiment acquis. Souvent, tu demandes de l'eau, bah tu dois la payer. Au Japon, comme en France, ça fait plaisir. T'as pas à payer un truc aussi bateau que de l'eau. Et sinon, j'ai trouvé que les restos étaient pas chers. Surtout en ce moment-là, avec le taux de change actuel. Mais ça fait 1 an et demi que le taux de change, il est pas terrible et que la monnaie japonaise, elle baisse beaucoup de sa valeur. Donc le taux de change est super avantageux pour nous. Et donc ça fait que tu vas dans les restos pour... tu manges bien pour 5-6 euros. Donc en termes de prix, c'est incomparable avec ce que t'as normalement en France. En France, il n'y a que dans un kebab où tu manges pour 5-6 euros. Alors que là, tu manges des ramen, des currys, des trucs vraiment bons pour pas trop cher. Alors les portions sont pas énormes, donc parfois je me prends un truc supplémentaire, mais résultat, je me fais un repas de gros, et j'ai payé 8 euros, donc ça va. Et le plus souvent, dans les restos, t'arrives et t'as une borne à l'entrée. Bah comme dans les McDo, quoi, sauf que les McDo, bah t'as plein de bornes, et après, t'attends et tu vas chercher ton plat, mais là, c'est juste à l'entrée même du restaurant, t'as une borne, et tu reçois un ticket. Tu payes sur la borne, tu reçois un ticket, et ensuite tu donnes le ticket au mec qui est derrière son comptoir en train de préparer la bouffe. Parce que la différence au Japon, c'est que tu manges souvent au comptoir, et le mec, tu le vois faire ton plat. Donc tu lui donnes le ticket, et là, il te donne le plat qui a fait sa renommée. Et ça existe pas, les pourboires au Japon. Alors, c'est pas comme si je donnais beaucoup de pourboires en France, hein. Je suis un peu un radin à ce niveau-là, je considère que je paye mon repas et après c'est au restaurant de se débrouiller avec l'argent qu'il gagne pour payer ses employés. Donc moi je donne pas de l'argent en plus pour un service que j'ai payé, mais au Japon non plus. Donc c'est... Il paraît qu'ils refusent carrément le pourboire. Ça du coup je l'ai pas testé parce que j'ai pas donné de pourboire en France, j'allais pas donner un pourboire au Japon, hein. Mais de ce qu'on m'a dit, il te le refuse. Et ça pouvait même être mal perçu en mode... genre j'ai pas pratiqué le bon prix ou... mais je pense que globalement, ils doivent savoir que les étrangers, ils ont un peu plus la culture du pourboire. Donc ils doivent pas le prendre mal si un étranger leur donne de l'argent, ils se disent juste bon bah culturellement c'est comme ça que ça marche chez eux, hein. Notamment aux États-Unis. Mais pour les Américains ça doit faire bizarre parce que là-bas t'es obligé d'ajouter un pourcentage. Enfin un minimum de pourcentage. D'ailleurs c'est relou toutes les taxes cachées aux États-Unis. Content qu'il n'y ait pas ça en France. Pour rester sur les restos, McDo ça existe au Japon, mais c'était au même prix. Ça m'a un peu surpris, là où t'as plein de trucs japonais qui sont trop bons pour moins cher. C'est un peu con de manger un McDo au même prix qu'en France. Mais il y a quelques burgers exclus, genre sauce teriyaki. Mais bon, ça reste du McDo avec un pain pas ouf, et les burgers pas ouf, bah du coup ils ont bien été exportés de la même façon dans tous les continents.
Mais ce que j'ai trouvé marrant au McDo, c'est que en France, tu peux choisir entre frites et potatoes. Et ben là-bas, tu peux choisir entre frites ou 4 nuggets. Donc c'est marrant, tu peux prendre un burger et 4 nuggets qui remplacent tes frites. Ouais, mais là-bas, au McDo, il y a des peluches Kirby dans les Happy Meal. C'est vrai. Des très belles peluches Kirby, d'ailleurs. Et comme dans plusieurs pays asiatiques, le plus souvent dans les restos, alors peut-être pas au McDo, mais on te donne une serviette chaude, humide, pour te nettoyer les mains avant le repas. Et parfois, j'ai voyagé en première classe dans le TGV local, et pareil, il venait avec une petite serviette chaude. Alors pas à chaque fois, mais quand la première fois ils m'ont apporté la serviette chaude, j'avais l'impression d'être dans un train VIP. On se sent spécial, hein. Quand le contrôleur il vient pas pour dire contrôle des titres de transport, mais qui vient te donner un truc pour te laver les mains. Ça veut dire merci mon bras. Dans les magasins sinon, alors on te demande tout le temps, ouais, est-ce que tu veux un sac plastique? Tu vois, il y a un peu des routines quand tu payes. On te dit, ouais, est-ce que t'as la carte de fidélité, genre en France? Là, le premier truc qu'on te demande, généralement, c'est le sac plastique. Et parfois, les gens parlent pas anglais, donc ils te disent un truc que tu comprends pas. Mais donc, j'ai pris l'habitude, dans les magasins, quand on me demande un truc, on me pose une question au moment où je suis en train de payer, bah je dis non. Parce que souvent, c'est le sac plastique. Parce que si je fais une tête genre, quoi? La plus souvent, après, ils me montrent le sac, et je fais, ah non, je veux pas. Donc, gardez en tête... Souvent, ils vous demandent un sac. Ah oui, parce que le sac, il est payant. Ça coûte 3 yens. Mais vas-y, 3 yens, c'est l'équivalent de 2 centimes. Donc c'est même pas dissuasif. J'ai l'impression qu'en France, quand tu vas genre dans un bar, ou que t'es avec des gens pour boire, quand tu trinques avec tout le monde. Genre t'as 8 personnes, t'as tout le monde qui se trinque. Fait, hey, dans les yeux, on croise pas, hein. Tu vois, la cérémonie du trinquage, c'est du sérieux en France. Alors qu'au Japon, en fait, on s'en bat les couilles. On fait un trinquage collectif. Tous les verres se touchent, mais tu touches pas les verres du fond, quoi. Et tu regardes personne en particulier, tu regardes juste ton verre en train d'entrechoquer les autres. Donc il y a pas ce côté un par un. Je dis ça parce que j'ai fait des soirées où il y avait plusieurs personnes. Et ça, je l'avais relevé. Et puis il y a pas de rez-de-chaussée au Japon. Le rez-de-chaussée, ça s'appelle direct étage 1. Donc quand tu vas au 2e étage, pour nous, c'est comme si on allait au 1er étage. Mais ça, je crois que c'est pas que au Japon. Je crois que dans la plupart des pays, genre même aux États-Unis, je me demande si c'est pas comme ça aussi. J'ai un doute, hein, faut vérifier. Et donc, soit les boutiques parfois sont cachées dans des immeubles où tu te dis ah ouais, c'est public, soit les boutiques sont genre complètement ouvertes, accessibles sans ouvrir aucune porte. Et genre limite, c'est très très accueillant. Je me suis aussi fait cette remarque que parfois, en France, tu dois quand même faire la démarche d'entrée. T'as la porte coulissante automatique qui s'ouvre. Et ben là, parfois, c'est très ouvert directement dans la rue. Donc ouais, il y a les deux. Les boutiques très fermées, cachées, où tu te dis « Ah, je vais pas vous déranger », et en fait, il faut ouvrir la porte. Et l'inverse. Sinon, les magasins sont ouverts le dimanche. Ça aussi, ça m'a surpris. Mais c'est pratique quand t'es touriste, parce que parfois, dimanche, t'as pas juste envie de rien foutre chez toi, t'as envie de continuer de te balader, de faire des boutiques, de manger au resto. Mais je crois que c'est surtout parce qu'on est habitué à ce que le dimanche tout soit fermé en France, parce que c'est la culture chrétienne. Et le dimanche, c'est le jour du repos. Je crois que là-bas, du coup, ils s'en battent les couilles. Donc c'est ouvert. Et dans les magasins, j'ai remarqué ça, très souvent, quand tu t'approches des portes, t'as un son ultra strident dans les oreilles. Et en fait, il semblerait que c'est pour repousser les moustiques. Les moustiques, ils arrivent, il y a des ultrasons, ils font « Oh non, je m'en vais !» Et bah, c'est pas toujours facile à discerner. Parfois, tu bouges d'1 mètre, tu l'entends plus. Et parfois, ça grince dans les oreilles, c'est pas agréable du tout. Mais c'est des genres de sensations que t'as jamais en France. Et là, j'étais « Ah ouais, c'est trop bizarre qu'ils ont un dispositif comme ça. » Je découvre des dispositifs. Et pour rester dans les chapitres, le chapitre des magasins, tout ce qui est prix, ils ont pas des trucs comme chez nous, comme 199,99 €. Tu sais, des prix à la con, 699 francs. Et bah, au Japon, c'est des trucs pas ronds. Genre, c'est 2300 yens, 4100 yens, auxquels parfois t'ajoutes des taxes supplémentaires, donc c'est jamais tout rond comme numéro. Et je crois avoir jamais vu des trucs genre 199 yens, ou 1199. C'est marrant, qu'est-ce qui fait que dans certains pays occidentaux, on se sent obligé de mettre des 999 pour prendre l'acheteur pour un con, quoi. C'est vraiment... Tiens, on a enlevé 1 centime pour pas passer à la centaine supérieure.
Et pourtant, on l'a acquis, nous, dans notre culture, que ouais, bon bah, 399, alors que c'est chiant à dire 399, tu pourrais juste dire 400. Et bah les Japonais, là-dessus, ils ont une longueur d'avance. Ou de retard, je sais pas. Peut-être qu'ils vont finir par faire la transition. Et quand t'achètes des trucs, ils te mettent systématiquement un sticker sur tes produits. Alors parfois c'est parce qu'il y a une sorte d'antivol, je crois, donc ils mettent un sticker paid, aussi pour que le vigile, bah, éventuellement s'il te contrôle, bah, il voit que t'as bien le sticker, donc c'est que tu l'as bien payé. Mais même parfois t'achètes un gâteau, et dans ton emballage t'as un sticker avec écrit thank you. Donc ils mettent des stickers partout. Et on parlait tout à l'heure justement du fait de parler anglais quand t'es au Japon. Il y a pas mal d'endroits où effectivement ils parlent pas l'anglais, ou alors quand ils le parlent, c'est tellement avec un accent coupé au couteau que c'est compliqué. Mais il y a aussi des endroits genre... Généralement les gens qui bossent dans les gares, le personnel... Ouais, dans les gares ça m'est arrivé, souvent ils se débrouillent mieux que les autres quand même. Mieux que dans les restos, ou mieux que dans les magasins. Et ça arrive que souvent, quand tu demandes à quelqu'un « Do you speak English ?», t'as quasiment tout le monde qui va te dire « Non, 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 non !» Genre « Non, non, pas du tout !» Donc ça arrive très 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 souvent. Et pourtant, même ceux qui parlent pas bien anglais, ils vont te dire « Non, 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 non !» Et même ceux qui parlent bien anglais, ils te disent quand même « Non, 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 non !» Parce qu'ils ont... Peut-être qu'ils voient leur niveau plus bas qu'il ne l'est vraiment, ou ils ont peur de se ridiculiser, de pas bien parler... Et ils osent pas assumer de « Oui, oui, je parle très bien anglais !» Alors parfois, par rapport à la moyenne de la population japonaise, ils parlent très bien anglais. Mais il y a toujours ce réflexe de « Non, non, non !» Donc, mon réflexe quand même, tu dis « Do you speak English ?» Il dit « Non, non, non !» Tu poses quand même ta question en anglais, et là, tu pourras voir s'il te répond vraiment ou pas. Parce que souvent, pour les questions que tu as à poser, ils ont les bases suffisantes pour répondre. Et puis, ouais, dans les gares, je l'avais déjà dit, mais il y a plein de gens... T'as toujours des gens, si t'as un problème avec ta carte de transport parce que le portique il passe pas ou quoi, tu te débrouilles. Parfois, genre si t'as pas bien scanné ta carte de transport à un aller, du coup je peux pas sortir. Du coup tu vas voir le contrôleur. À côté de chaque portique, t'as un contrôleur en fait, donc tu lui montres et il te fait passer. C'est très pratique. Tu vois, il y a des endroits... Vous savez, il y a les pubs de boomers en France où les gens disent « je peux parler à quelqu'un parce que tout est automatisé, du coup il a pas de contact humain. » Et bah au final, au Japon, vu qu'il y a des bullshit jobs pour tout, et on trouve une place à tout le monde derrière le moins de trucs électroniques, bah tu peux quand même te faire aider dès que t'es un peu en galère. Donc c'est pratique en tant que touriste, en tout cas. On enchaîne. Ah là je vais vous parler des rues. Et de la gueule des rues. Alors les rues, le design des rues est différent de ce qu'on peut voir en France. Il y a pas mal d'endroits, c'est des petites rues, c'est large, mais il n'y a pas de trottoir. Donc on marche sur la route normale, mais t'as genre un petit trait qui désigne en fait le faux trottoir sur le côté, mais au final c'est au même niveau que la route, et parfois t'as des vélos qui passent, ou une petite camionnette qui passe, mais vu que c'est des véhicules assez petits, je vous le disais plus tôt, ils sont vachement ramassés, bah tu te mets sur le côté, tu le laisses passer. Et donc j'aime bien le côté qui... Alors ça dépend des coins, hein, c'est pas comme ça dans tous les grandes villes, où il y a parfois des grandes allées, où t'as des grandes routes, et plein de voitures qui passent. Mais dès que c'est des coins un petit peu plus petits, j'aime bien le côté où ça fait un peu rue rue piétonne, mais où il y a quand même des voitures, des véhicules qui passent. Et puis les rues commerçantes sont pas toujours comme chez nous. Nous, on peut avoir des grands centres commerciaux, parfois eux ils ont une galerie commerçante, donc c'est juste une rue pas très large, où il y a plein de magasins, et elle est couverte par un toit. Donc faut imaginer des immeubles de chaque côté, tu rentres au milieu de ces deux immeubles, donc t'es dehors, mais il y a un toit transparent en haut, donc qui est quand même un peu couvert, ce qui fait que s'il pleut dehors, bah tu peux quand même faire tout ton shopping dehors, mais être couvert. Et cette disposition de rue, en mode marché... mais en longueur, pas genre comme les marchés en France, où c'est une sorte de gros rectangle, quoi. Là, c'est plutôt dans le sens de la longueur. C'est marrant, mais résultat, ça fait beaucoup de monde qui s'attroupe au même endroit, et donc parfois ça fait des embouteillages, tu veux passer, t'as les gens qui viennent en face, toi qui vas en avant. C'est pas toujours pratique, mais dans cette quête de tester des choses différentes de ce qu'on a chez nous, ça m'a plu, alors je l'ai relevé. Et donc globalement, quand t'arrives
en Asie, là, t'es surpris par la gueule des rues, genre 2 semaines, et puis je suis surpris à quel point on peut très vite s'y faire. C'est pour ça que quand tu pars peu de temps au Japon, tu peux être très surpris et repartir avec plein d'étoiles dans les yeux et te dire « Ah, j'aurais kiffé rester plus longtemps ». Mais quand tu restes plus longtemps, bah en fait, tu t'habitues très vite à ce qui sortait du commun. Moi, je me suis fait cette réflexion que, au bout d'un moment, bah, les rues, elles me semblaient tout à fait normales. Comme si j'avais toujours vu des rues comme ça. Et puis après, bah, quand tu reviens en France, t'es « Ah ouais, non, c'est pas du tout comme ça, les rues chez nous ». Mais comme quoi, on s'habitue vite à tout. Et résultat, ce voyage, en quelque sorte, il a un peu désacralisé certaines images que je me faisais du Japon. Quand je jouais à Yakuza, ou Persona, ou Shenmue, bah, ça semblait un peu irréaliste, parce que j'avais jamais vu des coins comme ça. Et donc là, le voir pour de vrai, te dire « Oh, mais ça existe dans la vraie vie !» Et puis après, tu vois la fonction très fonctionnelle de cette disposition, tu dis « Ok, bon bah ça marche ». Et puis ça n'est même plus surprenant au bout d'un moment. Donc ces petits chocs culturels que j'ai eu la première fois, parce que c'était la première fois que j'allais au Japon, je pense que si je dois retourner au Japon, ça sera jamais pareil. C'est pour ça que je cherche pas à retourner au Japon. J'ai tellement, entre guillemets, tout donné dans mon premier voyage, que... Ouais, j'ai peur que ça soit beaucoup moins marquant si j'y retourne une seconde fois. Notamment parce que tous ces petits trucs qui m'ont surpris, comme le loquet des toilettes, bah ça sera moins une attraction. Sinon, dans les rues, je trouvais ça rigolo, les gens ils marchent sereins. Plusieurs fois, j'ai vu des gens se balader ou traverser la route, et ils ont leur portefeuille sur la poche arrière de leur jean. Donc vraiment au niveau de leur cul, il y a le portefeuille, la moitié qui dépasse, tu vois un billet qui dépasse un petit peu du portefeuille. Et ils se soucient même pas qu'un vol puisse avoir lieu. Parce que tu passes... Enfin, t'imagines tout de suite en France, hein, personne fait ça en France, mettre son portefeuille comme ça à l'arrière, même son téléphone sur la poche arrière. Tu fais pas ça quand t'es dehors. Là, pas de pression. C'est que les vols à l'arraché, ça doit pas être si répandu que ça, pour que les gens soient aussi sereins. Et puis je parlais des rues. Il y a des coins de Tokyo qui sont bruyants, mais genre Akihabara, il y a beaucoup de bruit, mais sinon, il y a plein d'endroits où les gens sont très silencieux, ça parle pas fort, et il y a plein de coins où j'ai pas vu beaucoup de gens passer, donc il y a quand même moyen de s'isoler, même dans des très grosses villes, même si on dit que la concentration d'habitants est énorme dans les grandes villes du Japon, et ben j'ai trouvé des endroits où je pouvais être juste avec moi-même, avec pas trop d'étrangers, ça m'a quand même plu. Je suis peut-être parti à une bonne période aussi, c'était en avril-mai. Bah, quoi qu'en mai, après il y avait la Golden Week, donc c'était un peu le bordel. Mais ouais, différentes ambiances. C'est pas que une fourmilière. Par contre, quand c'est une fourmilière vénère. Hein. Rien qu'à Tokyo, t'as genre 5 gares qui sont toutes plus blindées que la gare de Châtelet, où il y a la masse de gens qui marchent. Mais sinon, les gens sont globalement pas très bruyants. Ceux qui parlent le plus fort, bien sûr, c'est les étrangers. Et j'ai trouvé que même les rues... Genre, y a pas de scooter qui crache, quoi. Y a pas de gens qui klaxonnent vénère. Bon, c'est pas comme en Inde, l'image qu'on a de l'Inde, où t'as tout le monde qui klaxonne, où c'est le bordel dans la rue. Je trouvais pas que c'était une ville très bruyante. Moi, je suis un piéton aguerri. Donc dès que quelqu'un fait beaucoup trop de bruit dans une rue pour se déplacer d'un point A à un point B, je suis là, bordel, t'as pensé à tous les autres? Et ben là, j'étais content. Y a pas des gens qui font des roues arrière en scooter, sur un scooter débridé qui fait du bruit dans toute la rue. Mais par contre, il y en a qui sont bruyants. Vous avez vu, là j'ai fait une transition. Il y en a qui sont très bruyants en ville. C'est quand il y a des élections. Alors, faut savoir qu'à un moment je me baladais et il y a des voitures qui passaient avec des haut-parleurs et qui disaient mais genre très fort et qui répétaient tout le temps les mêmes slogans. Et tu te dis mais qu'est-ce que ça raconte? Et puis après on parlait avec des locaux et ils nous disaient ah oui mais c'est parce que c'est les élections et donc les candidats ils passent dans l'électionnomobile et ils font leur jingle. Ils disent votez pour moi, vous voulez plus d'étrangers? Mettez le bulletin dans l'urne. Quand
勝つでございます。議員削減、報酬削減をするために実行しました。勝つでございます。勝つでございます。勝つでございます。議員削減、報酬削減をするために。Et je sais pas vraiment les valeurs politiques de tous les gens qu'on a croisés, mais en période d'élection, je sais pas si c'est le cas dans toutes les villes en vrai, hein, mais dans cette ville-là où on était allé, je sais plus exactement le nom, les gars avec des mégaphones, ils m'ont vraiment surpris. Tu vois, en France, c'est plutôt des gens à la sortie des gares qui vont te distribuer des tracts. Genre, ouais, la France insoumise, et là ils te donnent les trucs. Mais vas-y, t'as pas des mecs en voiture qui gueulent des slogans. Non, nous les slogans, c'est dans les manifestations qu'on les sort. Donc encore une petite différence. Sinon, le masque, quand j'y suis allé l'an dernier, il était pas obligatoire. Mais vraiment, je mens pas, 19 personnes sur 20 portaient le masque même dehors. Et donc c'était en 2023. Donc nous, on avait complètement balayé le masque, hein, ça faisait plus du tout partie de notre vie. On s'inquiétait plus du tout du Covid. Enfin, en tout cas, dans mon cercle, on parlait plus du tout du Covid. Je sais pas si au Japon, à ce moment-là, ils avaient encore peur. Mais vu qu'en Asie, globalement, ils ont beaucoup plus la culture de porter un masque pour pas contaminer les autres, le pays venait de se réouvrir en même temps. Et il est resté fermé longtemps à cause du Covid, donc peut-être qu'il y avait encore les habitudes. Je serais curieux de savoir si en 2024, il y a encore autant de gens qui mettent le masque. Parce que il est pas obligatoire, donc dans les transports, t'es pas obligé de l'avoir. La plupart des étrangers le mettent pas, mais par contre, je vous ai dit, quasiment 100% des Japonais l'ont sur le visage. Ouais, après le Japon, c'est pas la France. En France, tu peux rien laisser sans surveillance, même ton parapluie, quoi. Ça sent l'expérience du mec qui s'est fait voler son parapluie et qui l'a mauvaise. Et un truc que j'ai remarqué, au Japon, ils ont tous le même parapluie. En France, le parapluie banal, c'est un peu le parapluie noir. Mais sinon, t'as plusieurs couleurs. Il y a vraiment plusieurs couleurs de parapluie. Hein. Et pensez pas qu'au Japon, ils ont tous le parapluie Pikachu avec les oreilles. Hein. 95% des parapluies, c'est le parapluie transparent. Donc où tu vois à travers. Et ça, il y en a moins en France. Et là, bah, c'est le parapluie banal que tout le monde a. Ça m'a surpris qu'il y ait spécifiquement ce parapluie-là. Comme quoi, il y a des trucs qui me viennent là quand je lis vos messages. Ah ouais, un truc au Japon aussi, c'est qu'il y a des bruitages partout. Tout a un bruitage. La première fois que j'ai retiré de l'argent dans un distributeur, t'as l'argent qui sort, et t'as un petit jingle, mais un jingle de un peu comme au centre Pokémon, quand tu soignes tes Pokémon. Et là, ça m'a fait comprendre pourquoi il y a autant de jingles dans tous les JRPG. Dans Dragon Quest, quand t'as un mec qui rejoint ton équipe, quand tu apprends une technique, quand tu fuis. Enfin, il y a des jingles dans tout dans les jeux. Et en fait, ça vient pas de nulle part, c'est que au Japon, il y a des jingles pour tout. C'est ça pour démarrer l'eau chaude. Voilà, et ça c'est pour augmenter ou réduire, je sais plus, le son de l'appareil. Ouais. Comme tu as dit, il y a du son pour tout. Ouais, le moins de boutons à un jingle. Le moins de boutons à un jingle, et surtout ce qui est trop stylé, c'est quand le bain est prêt, ça te notifie. Le bain est prêt. Enfin, tu vois, ça, avec une petite musique. Pour le moins de trucs que tu fais avec une machine, t'as un jingle. Donc les distributeurs, c'est bizarre parce que normalement c'est assez sobre un distributeur. En France, bah là d'un coup il a de la vie. D'ailleurs il y a des distributeurs partout au Japon, hein. Notamment dans les supermarchés. Donc c'est pas comme en France où tu cherches une banque pour pouvoir retirer de l'argent. Là t'as des bornes de distributeurs un peu partout. Et donc le plus souvent, bah, c'est surtout dans les combini que tu vas trouver les distributeurs. Alors il y en a de différentes marques. Il y a des marques de distributeurs qui sont liées, je crois, à certaines banques. Et il y en a certaines où il y a des frais pour les étrangers, il y en a d'autres où il n'y en a plus. Alors je sais plus lesquels je prenais pour qu'il n'y ait pas de frais. Mais donc ouais, faut checker ça. Mais c'est pas des frais énormes, hein, c'est genre même pas 1 euro. Mais tant qu'à faire, autant aller au combini 50 mètres plus loin qu'il n'y a pas les frais. Donc ouais, les jingles, je vous disais, même dans les restos, parfois, t'entends des jingles d'annonces. Tu sais, parfois t'as la radio qui défile dans les fast-food en France. Là, ça va dire des trucs, mais t'as des jingles. Et une fois, j'étais au resto et j'entends un jingle, et ça faisait vraiment le jingle de victoire de Smash Bros. Alors que c'était le truc du resto, hein, mais... Même dans le bus, bon ça c'est moins surprenant déjà. À chaque station, t'as un petit bruitage.
Même la télécommande dans les toilettes pour activer les différentes options, chacun a son petit bruitage. Donc c'est fun, ça rajoute de la vie à cette informatique. Et pour rester sur les toilettes, les symboles qui représentent l'homme et la femme dans les toilettes. En France, bon bah on a des stickman, et la meuf elle a une robe. Au Japon, souvent c'est un triangle. Donc en fait, faut s'imaginer un triangle. Donc un triangle, c'est une femme, et le triangle à l'envers, c'est un homme. Parce que à l'envers, bah il a pas de robe et il a des gros pectoraux. C'est moins imagé que direct voir un stickman, mais quand j'avais regardé, j'étais ah ouais, c'est bizarre, juste un triangle à l'envers, c'est un homme ça. Mais ouais, donc comme ça vous saurez dans quelle toilette aller faire votre commission. Et sinon, dans tout ce qui est habitation partagée, quand tu vas dans des Airbnb par exemple, parfois t'as des tongs dans les chiottes. Souvent les gens ils se baladent, de toute façon ils se baladent pas en chaussures dans la maison, mais t'as des claquettes pour te balader dans la maison, donc tu te balades en claquettes, et à l'entrée des chiottes, t'as des tongs au sol. Et donc t'es là, quelqu'un a oublié ses tongs, mais en fait non, c'est des tongs spéciales qui servent que pour les chiottes. Et donc le truc à faire, c'est t'enlèves tes claquettes de maison, et tu enfiles les tongs des chiottes. Mais alors, combien de fois, moi et les occidentaux que je connais, on s'est fait avoir parce que t'es aux toilettes, et puis après tu te barres avec les tongs des chiottes. Donc tu gardes les tongs des chiottes sur toi. C'est dur le réflexe de sortir des chiottes et de se dire ah, je change mes chaussures. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de me balader et faire ah ouais merde, j'ai les tongs des chiottes. Donc après tu retournes en espérant que tes chaussons principaux n'ont pas été remplacés, ne sont pas devenus par défaut du coup les tongs des chiottes pour les suivants. Les shitty tongs. Ouais, un peu ça. Bon après je vous ai dit, les chiottes restent propres, donc je pense qu'en vrai, le concept de shitty tongs en France me répugnerait, j'aurais pas envie de mettre mes pieds dedans. Alors qu'en soi, y a pas de raison. Le mec, il chie pas dans les tongs. Il les met sur ses pieds, mais... j'aurais peut-être un truc de dégoût de mettre mes pieds au même endroit qu'un mec qui a mis ses pieds aussi pendant qu'il était en train de chier. Alors qu'il y a aucun lien entre les deux. Mais... au Japon, ça me posait pas de soucis, tu fais avec les coutumes locales. Tong en anglais, ça veut dire langue, je crois. Effectivement. Alors, je suis pas fumeur, mais il y a beaucoup de fumeurs au Japon. Et il y a plein d'espaces fumeurs, même dans des lieux fermés. Chose qu'on n'a plus en France. Sauf que en France, pour ceux qui s'en souviennent encore, moi j'étais là, au début des années 2000, où il y avait encore des espaces fumeurs dans les restaurants. Sauf qu'en fait, quand t'as un espace fumeur dans le restaurant, bah en fait ça sent la clope dans tout le restaurant, même dans l'espace non fumeur. Parce qu'il n'y a pas une protection ou quoi, c'est juste le coin gauche il est fumeur, le coin droite il est pas fumeur. Et ben au Japon, ils ont des systèmes de cabines transparentes, justement, qui puent la clope, tu vas là-dedans, tu fumes, et il y a un système un petit peu d'aération au niveau de cette cabine. Donc ça évite que l'odeur de la clope se propage partout. Mais quand tu passes à côté de ces cabines, bah tu sens un peu l'odeur de clope, mais sinon, ça isole quand même les gens qui fument. Et ça, t'en trouves dans plein de lieux, et même dehors, devant les gares. Parce qu'en France, les gens, ils fument pas trop dans les gares, mais ils vont dehors, ils fument, et après ils rentrent dans la gare. Tu te dis, bah je suis dehors, j'ai le droit de fumer. Mais là, même dehors, il y a ces cabines, donc c'est des trucs en verre transparent, et tu vas dans la cabine alors que t'es déjà dehors. Ils fument pas sur le trottoir. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Comme dans Yakuza. Dans Yakuza aussi, tu vois ça, des cabines fumeurs. Donc ouais, ça c'était dans les gares. Et d'ailleurs, les gares, sans parler des métros, mais globalement des trains qui couvrent des grandes distances, comme dans... les trains d'une ville à l'autre, les TGV, tout ça. Donc le TGV là-bas, ça s'appelle le Shinkansen. Et ben les trains sont hyper ponctuels. Alors c'est pas très original, hein. Et puis je dis pas ça en mode oh la France c'est nul, les trains sont toujours en retard. Et je dis pas ça parce que le dernier Paris-Nantes que j'ai pris a eu 25 minutes de retard. Non, je dis juste que quand t'es un touriste et que tu passes souvent d'une ville à l'autre, t'as besoin d'organiser ton voyage et tes trajets. Et souvent tu dépends de beaucoup de correspondances. Et à chaque fois que j'avais mon appli et je faisais mon itinéraire au Japon,
j'ai jamais eu de soucis. À chaque fois, on te dit bah tu vas là, à telle station, tu fais le changement à telle station, le train arrive à 18h34, et il arrive toujours à 18h34, il n'y a pas de attends mais est-ce que c'est celui-là parce que celui-là il passe à 37, est-ce que c'est le bon? Globalement, le fait qu'il soit très carré sur la ponctualité, ça facilite un petit peu l'organisation de ces voyages en train, j'ai trouvé, quand tu es étranger, et pas totalement à l'aise avec ces lignes de métro, au final c'est quand même facile à faire. Et j'avais une pocket Wi-Fi, donc c'est une sorte de truc qui ressemble à un téléphone, mais en fait ça permet d'avoir la Wi-Fi un peu partout quand tu te balades au Japon en illimité. Et même dans le TGV ça marchait, tu passes dans la campagne, t'as toujours la 5G au max. Alors que si vous avez déjà pris le TGV en France, vous savez que il y a des zones de non-réseau sur 90% du territoire. Hein. Enfin, déjà, s'imaginer pouvoir avoir de quoi mater une vidéo en 4G dans un TGV, c'est de la science-fiction. Et ben là, je vois pas un endroit où j'ai pas eu de réseau au Japon. J'ai l'impression qu'il y avait du réseau partout. Donc assez ouf. Et donc même quand tu te balades dans les TGV, parfois t'arrives à la campagne. Et j'ai trouvé que les paysages dans les TGV avaient pas la même tête qu'en France. Parce que moi je prends régulièrement le TGV parce que je fais des Paris-Nantes où j'ai de la famille en Savoie, donc je fais Paris-Savoie. Et je trouve que globalement, sur les lignes SNCF, les paysages se ressemblent beaucoup. Souvent, bah, t'as le TGV et sur le côté t'as des champs. Au loin, parfois une petite route avec des voitures, mais souvent c'est des champs, quelques arbres, parfois des vaches. Et puis quand t'approches de la Savoie, c'est le même paysage, mais au fond t'as des montagnes. Mais sinon, tu vois, c'est souvent les paysages se ressemblent. Et ben, malgré tout, j'ai trouvé que au Japon, les paysages changeaient. C'était pas juste des champs plats, mais il y avait plus de forêts. J'ai trouvé que les forêts étaient plus touffues que chez nous. Les feuilles étaient plus épaisses au Japon. Et rien que la gueule des maisons, elle est différente. Tu vois, les toitures des maisons, c'est pas la même. Les petits cours d'eau qui passent aussi. Il y a aussi beaucoup de montagnes au Japon, donc t'en vois plus que dans les trajets en train en France. Donc c'était aussi une petite attraction de regarder à travers la vitre, notamment quand tu vois des roseaux, tout ça. Tu sais, les endroits où ils plantent des trucs dans l'eau. Du riz, notamment, je crois. Des rizières. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, il se fait tard, donc je commence à galérer à trouver mes mots. Mais j'ai encore quelques trucs à vous raconter. Le truc qui est trop bien dans le train, donc vraiment dans les TGV, tout ça, c'est que t'as grave de la place pour les jambes. Moi, en France, souvent, j'ai mes genoux qui collent un peu au siège d'en face. Et moi, j'arrive pas à bien dormir dans un train, donc j'aimerais bien pouvoir incliner mon siège, sauf que les trains, ils sont toujours blindés, donc si tu fais ça, tu fais chier la personne derrière, donc je le fais pas. Sauf qu'au Japon, ils ont un système où en fait, t'es toujours dans le sens de la marche avec les sièges. Et pour ce faire, les sièges sont tournables. Donc les sièges sont tout le temps dans le sens de la marche, et quand il arrive au terminus, le contrôleur il arrive, il retourne tous les sièges, et bim, ça se retourne entièrement. Donc c'est très marrant. Et donc pour qu'il y ait cette rotation qui puisse se faire pour tous les sièges, eh ben il faut pas mal de place. Et donc t'as énormément de place au niveau de tes jambes. Et pourtant les Japonais sont, comme je vous le disais, plus petits que moi, donc je pense que ça a plus sa place dans un pays comme la France, ce système. Mais non, c'est les Japonais qui en profitent. Mais moi ça m'a fait plaisir d'avoir enfin de la place pour les jambes. Et quand j'ai pris mon premier TGV en France après, j'avais la haine. Et donc, vu que t'as de la place, t'as pas de culpabilité à incliner ton siège à fond en mode ultra allongé. D'ailleurs, tu peux incliner ton siège vachement, parce que tu sais que tu fais pas chier le mec derrière. T'es pas en train de lui arriver dans les dents avec ton siège, parce que t'as envie de dormir. Et il y a une passion pour les trains au Japon. En même temps, c'est tellement bien desservi. Il y a des lignes partout. Donc peut-être qu'il y a eu de la propagande pro-train. Mais c'est ouf, quand t'arrives à des gares, t'as toujours des mecs avec des appareils photo qui prennent des photos du train en train d'arriver en gare. Il y a plein de moments où j'ai vu ça. Et il semblerait qu'il y ait plein d'enfants qui veulent être chauffeurs de train. Quand tu demandes à des gosses qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, c'est un peu un rêve de gosse de conduire le train.
plus qu'en France en tout cas. Et c'est pour ça que quand ils ont fait le Zelda Spirit Tracks, où t'es un chauffeur de train, moi du point de vue d'un Français, je trouvais ça trop bizarre. J'étais mais quelle idée de foutre un train dans un Zelda. Je trouvais ça un peu random, et maintenant je comprends mieux, vu le culte qu'ils vouent au train là-bas, ça m'étonne déjà beaucoup moins. Ce qui est trop bien avec les trains au Japon, c'est que quand t'es un touriste et que tu as la possibilité d'avoir le Japan Rail Pass, donc une sorte de pass illimité pour prendre tous les TGV, quasiment tous les TGV en illimité, et donc ça c'est trop pratique, tu peux aller d'un bout à l'autre du pays sans avoir à réserver chaque billet en mode galère. Mais ça c'est que pour les étrangers. Bon, les prix ont changé depuis l'an dernier, donc je vais pas trop me prononcer. Mais ça reste assez rentable et bien plus rentable que de prendre chaque billet à l'unité, parce que les transports là-bas, sinon ça peut vite revenir cher. Ce que j'ai entendu, c'est que grâce à ce système qui permet aux étrangers de voyager dans plein d'endroits du Japon facilement, et ben souvent les étrangers ont vu plus du Japon que les Japonais eux-mêmes. Ça c'est un petit peu le syndrome des Parisiens qui sont jamais allés sur la Tour Eiffel. Et ben les Japonais ils ont si peu de vacances que souvent quand ils partent c'est juste le week-end, ils vont pas très loin de chez eux. Et résultat, il y a plein d'endroits que les Japonais n'ont jamais visités dans leur propre pays. Et donc je connaissais j'ai rencontré au Japon un Américain qui habitait là-bas depuis quelques années, que j'ai rencontré dans un book-off avec mon ami Kylian. Et donc lui nous a raconté plein de trucs sur le Japon, donc c'était chouette d'avoir aussi son point de vue d'expatrié depuis déjà plusieurs années. Lui il était prof d'anglais pour des Japonais, et il expliquait que lui quand il cherchait des coins touristiques à visiter pendant les vacances, il allait que genre sur des sites de voyage où les gens donnent des destinations de voyage, mais des sites étrangers, parce qu'il disait les Japonais ils savent même pas ce qu'ils ont eux-mêmes dans leur pays. Alors je rapporte les propos que j'ai entendus, hein. Mais du coup ça m'étonne pas, vu le peu de vacances que les Japonais prennent, que les étrangers se donnent un petit peu plus en termes de visite de ville que les locaux. Et on parlait de sécurité, d'insécurité, tout ça, de vol. Il paraît qu'il faut vraiment pas faire de conneries là-bas, parce que si tu te fais arrêter en tant qu'étranger, par contre, la justice est assez sévère, et avant même d'avoir été jugé ou quoi, on peut te les garder en détention pendant plusieurs semaines, juste le temps de décider ce qu'on va faire de toi, et c'est renouvelable plusieurs fois. Donc tu peux vraiment passer, si t'as fait une connerie, si t'as volé un parapluie dans un bus, tu peux peut-être te retrouver genre 2 mois en tôle. Donc ils ont une réputation d'avoir une justice très sévère, avec un taux d'inculpation, je crois, genre de 99%. Genre, si t'as un procès, tu sais que t'es niqué. Et c'est pour ça que Carlos Ghosn, il s'est barré dans sa malle, parce qu'il savait qu'il allait être condamné. Donc c'est très injuste, il semblerait. En termes de respect des droits de l'homme et de détention humaine, il semblerait très atroce là-bas. Ça c'est ce que j'ai entendu, hein, que il y a toujours la peine de mort là-bas. Et quand t'as la peine de mort, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont te tuer, donc tu peux rester genre 2 ans en prison, et on te donne aucune info, t'as rien le droit de faire, t'es juste assis dans une certaine position. Et à chaque fois que quelqu'un arrive devant ta porte, tu dis mais est-ce que c'est pour me tuer? Ah bah non, peut-être pas. Et puis ils te préviennent pas, et après ils te disent c'est bon, genre c'est bon, on va te tuer maintenant. Et donc ça, je crois, il y a pas mal de communautés internationales qui critiquent ça. Mais bon, pourquoi je vous parle de ça, moi? J'ai dit que je parlais que des chocs culturels que j'ai vraiment expérimentés. Mais tout ça, c'était une introduction pour dire que tout ce que j'ai pu entendre sur le Japon avant aurait pu me faire un peu peur. C'est-à-dire avoir peur des policiers, avoir peur des autorités. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas en Chine, tu sais qu'ils surveillent tout. Tu sais que même si la plupart des gens vivent très bien en Chine, et la plupart des touristes en Chine se sentent pas oppressés par les autorités. Après, faut pas faire des conneries, hein, mais t'as quand même la petite crainte. Et pourtant, quand j'étais au Japon, je n'avais aucune crainte. Tu vois, en France, je me fais pas emmerder par des policiers, hein. J'ai pas le profil, disons, mais malgré tout, un flic, ça me fait quand même monter une petite angoisse. Tu marches,
t'as plusieurs flics à côté. Je crois que globalement, les Français, ils aiment pas les flics. Tu sais, t'as peur que le flic, il va te niquer pour quelque chose. Genre, t'es en voiture, tu dis, merde, il va m'arrêter pour une amende ou pour quelque chose. Tu sais que le rôle du flic, tu sais qu'il a des quotas, tu sais qu'il y a un moment donné, s'il veut te niquer, il peut te faire payer une amende. Donc je trouve qu'il y a une méfiance générale au niveau des flics. Et puis, souvent, tu vois, ils patrouillent dans les gares ou dans les rues. Donc en France, surtout après les trucs Vigipirate, parfois t'as des militaires qui se baladent avec leurs FAMAS. Tu sais, t'es pas serein. Mais même les policiers, parfois, genre les gens de sécurité, tu vois, ils patrouillent dans les rues en mode cow-boy. 5 l'un contre l'autre avec le taser à la ceinture. Donc même si t'as rien à te reprocher, je trouve que en France, parfois, t'es pas serein quand tu passes à côté des policiers. Alors que les policiers japonais, qui en théorie devraient te faire plus peur parce que leur justice est plus vénère que chez nous, et bah eux ils se baladent pas à 5, ils sont souvent tout seuls. Et les flics sont un peu rigolos, tu vois, ils marchent, ils sont pas du tout intimidants. C'est un peu des agents du service public normal, tu peux leur demander ton chemin. Peut-être justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de criminalité, du coup en soi ils servent à d'autres trucs, à aider les gens dans la rue. Mais donc t'as pas du tout ce même rapport aux flics. Il est pas là genre avec un air un peu badass. Attention, je suis un policier. Vos papiers s'il vous plaît. Il véhicule une image différente. Limite un peu drôle. Bon après j'imagine qu'ils sont pas très drôles s'ils te voient t'enfuir d'un restaurant sans payer. Sinon bon, ça c'est pas ouf mais je le dis quand même. J'ai vu des stations-service, des stations essence où le tuyau et la borne ils sont en l'air. Donc en fait le tuyau il pendouille, tu l'attrapes. Enfin, tu mets dans ta voiture et puis après le truc il pendouille en l'air. Alors pas toutes, parfois c'est comme chez nous, c'est en bas, tu le prends, voilà. Mais je trouvais ça bizarre, pourquoi vous foutez ça en l'air? C'est quoi le gain? C'est pour pouvoir stationner plus de voitures en bas? Que ça prenne moins de place? Ouais, parfois ça se joue à rien, hein. On parlait des portes coulissantes tout à l'heure et du fait que ça permettait de gagner un peu de place dans les appartes. Peut-être que le manque d'espace au Japon entraîne beaucoup de changements de disposition, d'ergonomie, tout ça. Ah oui, j'avais noté que souvent, en fait, les gens qui arrivaient dans la station-service, en fait, ils sortaient pas de la voiture. Et que parfois, bon, ça dépend peut-être des stations, mais t'avais des employés qui arrivaient, qui prenaient le truc d'essence, ils viennent à ta fenêtre, ils te disent « Ouais, tu veux quoi ?» Ah bah tel gasoil, ok, et ils le font à ta place. T'as un autre mec qui, pendant ce temps, nettoie ton pare-brise, parce que encore une fois il faut un métier pour tout le monde, et après bah tu payes, et donc c'est même pas toi qui t'en charge. Encore une autre façon de procéder. Sinon, ouais bon là on arrive vers la fin, plein de trucs en vrac. Il y a des portes souvent quand t'arrives dans des quartiers spécifiques, t'as genre une porte bien illuminée avec le nom du quartier, genre Sotombori. Et puis après tu rentres dans le quartier, donc ça annonce, tiens tu arrives dans ce quartier, ça a de la gueule. J'aime bien ces petites portes, enfin ces grosses portes justement, à l'entrée des quartiers. Pour revenir sur les restos, quand tu manges dans les supermarchés, le moindre bento, donc les bento c'est les petites boîtes où il y a plusieurs petits ingrédients, donc c'est bien tu manges varié. Et ben il y a tellement de trucs en plastique. L'emballage est en plastique, dedans chaque petit truc peut être emballé, il y a des trucs qui séparent les différents compartiments pour pas que certains ingrédients se touchent avec des trucs en plastique. Et résultat, t'as énormément d'emballage. Quand t'achètes des trucs à bouffer, c'est ouf tous les déchets que tu as. Et en même temps, de mémoire, il n'y avait pas beaucoup de poubelles dans les rues. Il y en avait quelques-unes, mais pas beaucoup. Et le recyclage, c'est vraiment un truc de ouf là-bas. Nous, on a poubelle normale, poubelle plastique, poubelle verre. Mais j'étais chez Kylian, il m'a montré tous les compartiments qu'ils ont au sous-sol. T'en as genre 10 différents. Pour le polystyrène, pour un spécifique type de carton, pour un autre type de papier. C'est un truc de malade. Et puis le mec qui vient chercher les déchets, il vient certains jours bien spécifiques, donc parfois faut sortir ses poubelles à des jours très spécifiques. Bref, ça a l'air très casse-tête, le système des poubelles au Japon. Et pourtant, ils mettent énormément d'emballage partout. Peut-être dans cette idée de propreté, faut tout protéger. Et donc sinon, la bouffe, elle est trop bonne. Ça m'a beaucoup surpris. Je savais que c'était bon au Japon, mais quand même pas à ce point-là.
Et moi qui suis friand de trucs frits, là-bas c'était le paradis. Les trucs de poisson, de poulet, ou même les légumes. Tu vois, on peut me faire bouffer des légumes qui sont frits avec une petite panure et tout, c'est trop bon. Et au final, c'est même pas l'idée qu'on a du restaurant japonais en France, c'est souvent du poisson cru en mode sushi avec du riz. Mais en fait non, même leur viande, enfin tout parfois c'est des ingrédients que tu connais, mais c'est pas fade. Il y a comme un petit goût asiatique. Peut-être c'est la sauce, genre sauce soja, qui fait que ça a une saveur différente. Mais ouais, il y a plein de plats qui m'ont beaucoup plu. Alors c'est un petit peu les 4-5 mêmes qui tournent en rond quand j'avais dans les restos. Mais j'ai super bien mangé. Et autant je vous disais que tout ce qui était choc culturel et découverte du pays sera plus jamais le même si jamais, je sais pas par quel miracle, j'arrive à retourner au Japon. Mais par contre, le truc qui risque de me manquer et que j'aimerais bien retrouver, bah c'est les restaurants à 5-6 € où tu manges trop bien. Je rêve encore des currys. Je rêve encore des ramen. Alors que tu veux te faire un bon ramen en France, c'est déjà beaucoup plus dur à trouver. Là où t'en as plein partout au Japon. Et donc je disais, les prix sont pas si abusés que ça. Le Japon, souvent t'entends, ouais c'est super cher, mais... bah pas tant que ça en fait. Pour un Européen qui fait des voyages en Europe, il va payer certains trucs en euros, et bah là, l'équivalent yen, c'est un peu la même chose. C'est comme si tu restais un peu en France au final. Sauf bah, les restos qui sont moins chers. Les transports peut-être sont un peu plus chers, c'est vrai. C'est pour ça que la carte de transport illimitée, c'est bien pratique. Mais donc sinon, ouais, les prix sont pas si abusés que ça. Et je dis ça parce que quelques mois avant mon voyage au Japon, j'étais parti en Suisse pour un week-end. Et là, j'étais choqué de voir comment c'était hardcore les prix là-bas. Tout était 2 fois plus cher. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Suisse, mais ça dégoûte. Ça te permet de réaliser ce que c'est que pour un habitant d'un pays plus pauvre que la France, quand il arrive en France pour faire du tourisme et qu'il voit les prix, tu te dis ah ouais en fait en France c'est cher. Et bah ça, le français peut pas le vivre en France autrement qu'en allant dans un pays plus riche. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de pays plus riches que la France. Et bah si, il y a la Suisse. Et puis la Suisse, ouais, t'arrives à la gare, tu veux prendre une barquette de frites, 8 €, t'es là, oh, une petite barquette de frites, 8 €, c'est quoi ces conneries? Et il y a trop de trucs où c'est juste, tout est 2 fois plus cher. En même temps, en Suisse, ils gagnent 2 fois plus d'argent. Le SMIC est 2 fois plus élevé. Mais résultat, tout est 2 fois plus cher, sauf tout ce qui est électronique. Donc résultat, une télé qui serait à 700 € chez nous, bah elle est à 700 francs là-bas. Mais vu qu'ils gagnent 2 fois plus, je me dis tout ce qui est jeux vidéo, jeux rétro, tout ça, bah ça leur revient. Et tout ce qui est électronique, au final, ça leur revient bien moins cher que nous. Mais par contre, la bouffe, forcément, c'est une autre paire de manches en Suisse. Mais la vidéo n'est pas sur la Suisse, elle est sur le Japon. Donc quand vous entendez que le Japon ça coûte très cher, bah c'est surtout parce que c'est à l'autre bout de la planète. Et donc ça reste un voyage très coûteux. Mais moi j'avais fait une vidéo où j'expliquais tous mes bons plans pour un mois au Japon pour pas payer trop cher. Et je vous disais que globalement, 30 jours au Japon, j'avais payé 3000 €. C'est le prix de mon séjour. Donc c'est pas abusé. 30 jours, 3000 €, 100 € par jour. Et ça inclut sortie, logement, et bouffe, et transport. Et je vivais bien, hein, donc c'est... Moi je trouve pas ça abusé comme prix. Après je dormais pas dans des bêtes d'hôtel. Hein. Je faisais des Airbnb, parfois avec d'autres gens. Je payais genre 20-30 balles la nuit. Donc c'était pas des hôtels 5 étoiles. Mais c'était toujours très très acceptable. Et donc résultat, moi en France je m'arrête jamais dans les cafés pour ou pour manger dehors. Moi je pars du principe que je me laisse moins tenter par genre une glace ou une viennoiserie ou quoi, je suis dehors, je me dis ben non, je garde mon argent pour le jeu rétro
Et si j'ai faim, bah, j'achète des trucs au supermarché, à l'hypermarché, puis je mange chez moi, quoi. Donc j'ai pas cette habitude de dépenser de l'argent dehors quand je suis en France, alors qu'au Japon, j'ai complètement changé d'état d'esprit. Je me faisais beaucoup plus plaisir, parce que voilà, j'étais en vacances aussi, forcément. Mais le fait que tout soit moins cher, c'était aussi tentant. Ah oui, et quand je vous dis que je me faisais plaisir, c'est aussi en termes de taille de bouffe. Alors souvent, t'as des menus, des plats, et tu peux choisir entre la taille M ou la taille L, ou XL et tout. Mais souvent, c'est pas que t'as plus de viande ou quoi, c'est juste un petit peu plus de riz ou un peu plus de pâtes. Et c'est ouf comment c'est ridicule la différence de prix entre une bouffe en M et une bouffe en L. Parfois, tu vas avoir 20 centimes de plus et t'as la version grande. Alors que, genre, la différence entre un menu best-of et maxi best-of, je sais pas, dans un fast-food, ça peut peut-être être 2 euros de différence. Là, t'as des trucs 20 centimes et t'as plus de riz, t'as plus de tout. Donc je prends jamais des trucs XL en France, mais... mes résultats, bah, je me faisais plus plaisir au Japon. Alors ça raconte quoi chez vous? T'as maigri, grossi? Ah, je sais même pas. En même temps, je marchais tellement, je faisais 30 000 pas par jour. Donc j'ai dû bien brûler, mais mon poids, globalement, il est toujours au même stade. Hein. J'ai pas changé de poids, je crois, en 10 ans de ma vie, en 15 ans de ma vie peut-être. Sauf à un moment donné, j'étais dans une boîte où il y avait une cantine. Oh là là. Ça coûtait pas cher, c'était trop bon. Je me prenais... Tous les mois, je mangeais de plus en plus de trucs. Donc au final, à la fin de mon CDD, je me retrouvais à manger un petit pain grillé au fromage, une entrée, un plat, supplément viande ou frites, dessert, petit marbré chocolat, bref. Après, c'est 1 an de contrat dans cette boîte. Je crois que j'avais pris genre 5-6 kilos, ce qui pour moi est énorme. Et dès que mon contrat s'est terminé, je suis parti faire une rando au Népal. Et au Népal, les quantités de bouffe, c'est pas la même chose. Et là, j'ai reperdu tout d'un coup. J'avais le ventre carrément creux. Donc c'est la seule fois de ma vie où j'ai maigri grossi. Salut Playfulness! Respect style. Bah comme les Suisses quand ils vont en Angleterre, le même ressenti. Bah donc j'imagine les Suisses quand ils vont en France aussi en fait. Donc ouais, le pire au Japon en termes de prix, c'est les transports. Donc déjà le métro, faut se dire que... Moi j'allais souvent dans les book-off, donc il faut prendre un peu le métro, genre une demi-heure. Donc très souvent je payais 3 euros mon ticket, et 3 euros pour revenir, parce qu'il n'y a pas de système genre un peu illimité. Donc c'est très pratique à utiliser, tu recharges ta carte, tu y vas, et ça débite tout seul, donc t'as pas trop à réfléchir à quelle zone il faut que je prenne, quelle ligne ou quoi, c'est très facile d'utiliser les transports au Japon, je vous l'ai dit. Mais par contre c'est pas donné, un aller-retour pour aller dans un book-off c'est 6 euros. Donc si tu fais 3 book-off, bon bah... T'essayes un petit peu de faire des liaisons, mais t'as vite fait de payer 15 balles de métro dans la journée. Bon, 15 balles, j'abuse un petit peu. Ouais, j'abuse. Mais une dizaine d'euros, mais bon, tu rapportes ça à tous les jours. Et puis, ouais, quand tu fais un Tokyo-Kyoto en transport, c'est galère. C'est pour ça qu'il faut le JR Pass, comme je vous l'ai dit, qui était illimité. Et sinon, ouais, il paraît que c'est les logements aussi. Alors, je vous ai dit, moi, les Airbnb, c'était pas très cher, mais vivre à l'année là-bas, les loyers sont pas donnés. Et puis, c'est pas tant que c'est pas le donné, c'est que c'est pas spacieux du tout, quoi. C'est très petit et cher pour ce que c'est. Mais sûrement que c'est un problème, surtout à Tokyo. Hein. Si les entreprises sont à Tokyo, tu vas un truc un peu près de ton boulot, du coup, t'acceptes d'avoir un 20 mètres carrés, un peu cher, bien placé, mais forcément que si tu vas en banlieue, tu t'en sors mieux.
Sinon, j'avais noté des trucs pour les boutiques et tout ce qui est un peu culture geek. Moi, je cherchais pas des figurines en particulier, vu que je suis pas trop de manga. Mais j'ai trouvé que pour le moindre perso, t'as énormément de positions différentes dans les figurines. Tu vas le voir dans une position qui fait un truc très précis qu'il a fait que dans une seule scène dans l'animé. Il semblerait que c'est beaucoup plus développé que dans les boutiques françaises, où genre... en France, je sais pas, t'as une boutique de figurines Pokémon, bon bah t'as la figurine Pikachu, voire un des derniers starters qui est sorti, mais c'est pas très développé. Alors qu'au Japon, tu peux avoir des trucs ultra random, genre un ver avec un Insolourdo qui fait un câlin à un Lamantine, tu vois les Pokémon que tu verrais jamais en France. Bah des trucs très spécifiques comme ça, tu peux en trouver au Japon, t'es là, ah ouais, ils vendent un truc pareil. Alors j'ai donné cet exemple un peu au hasard, hein, mais c'est pour dire que parfois, c'est des trucs très pointus, qui du coup, je pense, doivent faire plaisir à tous les adorateurs de culture japonaise, parce que tu vas trouver des choses qui montrent à quel point t'es toi-même un fanboy très pointu, si tu ramènes ça du Japon, parce que tu sais que ça se vend pas en France. Sinon, les salles d'arcade sont ouf. T'as énormément de salles d'arcade au Japon. Et elles sont très grandes. Et j'étais impressionné par la créativité, la variété des concepts sur les différentes bornes. Donc t'as des jeux de musique, mais les jeux de musique, t'as des trucs de rythme, avec les mains, avec des guitares, à la guitare héros, t'as des trucs de tapis de danse, mais là où en France, j'ai l'impression, on s'est arrêté il y a 15 ans, genre Dance Dance Revolution, classique avec les 4 flèches, là t'as des trucs genre des tapis au sol limite tactiles, bien plus développés. T'as des jeux de stratégie où des gens viennent avec des cartes, avec un lecteur de cartes NFC sur le tapis, et quand ils bougent la carte, ça fait bouger les unités. Moi, parfois, j'avais juste pas envie de jouer, parce que les jeux avaient l'air un peu compliqués, parfois. Moi, je jouais surtout à des trucs rétro que je connaissais, un petit Daytona sur une borne, c'était chouette. Mais les jeux de combat, de mecha et tout, c'était pas trop mon délire. Mais juste passer à côté des gens et voir à quel point les bornes étaient sophistiquées, parfois, avec 3 écrans à la verticale, avec des trucs qui bougeaient comme ça, moi j'aimais bien juste me balader et regarder les autres jouer. Et puis tout ce qui est jeu de rythme, au Japon t'as des super players qui font des trucs en mode expert très, très ouf visuellement. Alors il paraît qu'il faut pas trop les filmer parce que tu rentres dans leur intimité, quand tu les filmes en train de jouer, ils peuvent mal le prendre, donc je me suis plié à ces coutumes. Mais c'est pas l'envie qui me manquait parfois de filmer les performances géniales que faisaient certains joueurs. Moi qui aime le jeu vidéo, je trouve ça cool de voir des concepts que tu vois pas sur console. Forcément sur console t'as besoin d'un accessoire spécifique et pour un truc trop poussé, bah le constructeur va pas lancer cet accessoire. Et donc sur borne ça permet parfois d'aller un petit peu plus loin en termes de variété de gameplay. Donc ça m'a plu. Mais sinon les salles de jeu sont aussi remplies souvent par un étage attrape-pigeon avec tous les grappins pour attraper des bonbons ou des figurines justement. Et ça par contre bah c'est... j'aimais bien aussi voir les gens perdre de l'argent dessus et me dire mais est-ce qu'une fois quelqu'un va réussir à choper la figurine? Je crois qu'une fois j'ai vu quelqu'un mais c'est après 30 essais, t'as mis plein de pièces au final. Tu l'aurais payé moins cher ta figurine toute seule que si tu l'avais joué dans le grappin. Donc ouais, il y a un côté un peu répugnant je trouve dans ces trucs de grappin et en plus... Les UFO catchers, là, tu peux payer avec n'importe quoi. Même ta carte de transport de métro, ou avec ton téléphone, t'as toujours un moyen de payer, donc c'est... Je me dis, les jeunes peuvent être très sensibles à ça, et peuvent se faire avoir. Et il y a plein de trucs au Japon qui peuvent capter ton attention en mode « dépense de l'argent, dépense, dépense ». Enfin, avec tous ces trucs qui brillent dans les salles, ça peut faire un peu peur. Mais globalement, les bornes d'arcade sont quand même géniales. Là où en France... Quand tu vas dans un cinéma ou dans un bowling, parfois t'as quelques bornes dans le fond, mais alors c'est des jeux de merde, des jeux génériques de voitures ou de motos, inintéressants. Et au Japon, bah parfois t'as un centre de battes de baseball,
tu payes 3 €, on t'envoie 20 balles. 20 balles de baseball. Tu balances ta batte dessus, c'est trop rigolo. Ils aiment bien le baseball là-bas. Donc on fait des activités que tu fais pas en France. Et ça dans plein de villes. Je vous ai la comparaison avec Yakuza, mais quand dans Yakuza il y a énormément de petites activités, de plein de mini-jeux que tu peux faire dans les villes, c'est pas du tout exagéré, c'est vraiment comme ça. Dans plein de villes du Japon, moi j'avais l'impression de me balader dans des villes parcs d'attractions. Je me dis mais t'es tout seul, on te lâche dans cette ville, t'as trop de choses à faire. Tu vas à la salle d'arcade, tu vas forcément trouver un jeu qui te plaît. Tu peux faire le truc de baseball. Tu peux te faire un karaoké, louer une petite salle, ça coûte pas très cher. Il y a des activités vraiment à plein d'endroits. Et tout est très accessible, tu vois, c'est pas comme... tu vois, en France, tu peux avoir peut-être des trucs de batte de baseball, je sais pas trop. Parfois, il y a des stands de lancer de hache en France, des activités. Mais ce genre d'activité, souvent, t'appelles, tu dis « Bonjour, je voudrais réserver pour samedi 17h pour faire une activité spéciale. » À la limite, il y a que le bowling où tu peux venir un peu quand tu veux et te faire une session de bowling. Ou un billard, à la limite. Oui, des billards, fléchettes et tout, t'en as partout au Japon. Mais donc je veux dire, il y a plein d'activités qui nécessiteraient une réservation en France, qui là sont accessibles en libre service pour des sessions de quelques minutes à peine. Donc je vous ai dit, Tokyo, ville parc d'attractions pour moi. On arrive à la fin. Hein. On atteindra bientôt le 71e choc culturel. En termes de sécurité, j'avais encore un petit point. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que la sécurité, c'est souvent une histoire d'impression. Hein. Quand on te dit qu'un pays est sûr, du coup tu te sens serein et tu fais moins gaffe que dans un endroit où on te dit attention, ici c'est très dangereux. Moi en vrai, à Paris, je me suis pas fait agresser, mais je me méfie quand même qu'on puisse me détrousser mon téléphone ou mon portefeuille. Alors que ça m'est pas arrivé. Mais je me méfie. Donc comme je vous disais, le mec qui met son portefeuille dans sa poche arrière au Japon, jamais je ferais ça en France. Et vu qu'à Tokyo, je me dis que c'est safe, bah peut-être que je fais moins gaffe à quand je pose un sac par terre ou un truc comme ça. Mais bon, c'est une impression, donc je préfère pas trop me prononcer dessus. Quand j'ai entendu des coins qui craignaient vraiment au Japon, on m'a cité Kabukicho. Donc c'est le coin qui est repris dans Yakuza, qui s'appelle Kamurocho dans Yakuza, où historiquement, il y avait les Yakuza là-bas, et puis c'est le monde de la nuit, donc t'as des bars, t'as des rabatteurs, tout ça. Et donc il paraît que c'était un peu ghetto quand j'avais lu un guide avant d'aller au Japon. Mais en vrai, il y a tellement de touristes, il y a absolument rien de ghetto. Donc même les coins qui ont l'air qui sont les plus connotés dangereux, en vrai, ils sont bien plus safe que plein d'endroits où en France on s'inquiète pas du tout. Donc juste pour vous dire, quand vous lisez dans un guide, attention, ce coin il craint un peu, prenez pas ça trop au pied de la lettre. Et en termes justement de laisser ses affaires sans trop de surveillance, je sais pas si vous voyez, mais dans certaines lignes de train de banlieue en France, t'as des porte-bagages au-dessus des sièges. Dans les wagons un petit peu plus anciens, donc tu peux déposer des trucs en haut. Et bah ça, je me souviens, quand j'étais petit, je voyais ça, je disais, ah ouais, tu peux mettre des choses, mais personne ne met jamais rien dessus. Personne ne met sa mallette, sa valise ou quoi. Dans les TGV, ok, mais dans les trains de banlieue, métro, tout ça, jamais. Alors qu'au Japon, si. Souvent, les gens, ils sont debout, un peu serrés, et justement, pour éviter que le sac, il bloque les gens qui veulent passer ou quoi, bah, beaucoup de gens mettent dans les sacs, les uns à côté des autres, dans des trucs au-dessus des sièges. Donc moi-même, du coup, je l'ai fait. Et c'est un réflexe tellement pas naturel que faut pas oublier son sac là-haut. Ça m'est arrivé de me dire,
attends, il faut que je sorte à la prochaine station. Oh, faut surtout pas que j'oublie mon sac. Donc faites gaffe à ça aussi. Si vous avez prévu d'aller au Japon. Alors que bah, ces trucs-là, dans les banlieues parisiennes, quand tu prends le RER ou le Transilien, c'est toujours vide. Alors, une autre comparaison avec Paris, j'étais surpris au Japon de pas croiser de pigeons. Alors il y en a des pigeons, hein, mais j'ai attendu plusieurs jours avant de voir un pigeon. Je me souviens avoir passé 4-5 jours, j'étais putain, j'ai vu aucun pigeon depuis que je suis arrivé. Alors ils étaient peut-être tous en balade. Mais même dans les quelques parcs que j'ai croisés, c'est rare que je voyais des pigeons, ou alors j'en vois un qui se balade, ou deux. Alors qu'à Paris, c'est plutôt 30 pigeons au même endroit qui se baladent. Par contre, je voyais plus de corbeaux. Donc, il y a quand même des pigeons, hein, je veux pas dire. J'en ai croisé après dans le reste de mon voyage, mais... c'est les corbeaux que j'ai vus en premier au Japon. Et ce qui m'a surpris, c'est que les corbeaux... Voilà, ça, un vrai choc culturel. Les corbeaux au Japon font pas le même bruit que les corbeaux en France. Enfin, il y a une petite variation, une petite nuance, un petit accent japonais dans le corbeau nippon. Son bon là j'ai fait la mouette, mais il sonne plus humain. Il y a des fois je me baladais dans la rue et je dis mais il y a un bébé qui pleure. Et là on me dit Kylian, mon ami expatrié au Japon, qui me dit non c'est un corbeau. Et je dis c'est un corbeau qui a fait ce bruit là. Et donc parfois on dirait un bébé qui pleure. Et en fait c'est... ouais. C'était un oiseau. Bon je le fais très mal là, mais... faites-moi confiance. Même les oiseaux sont différents. Les humains aussi, et les enfants aussi. Les gosses ils ont des uniformes, ça c'est assez connu. Les gosses ils ont tous un uniforme. Et donc quand tu rentres de ton book-off, genre à 16h, parfois tu vas dans le wagon et t'as la sortie des classes. Et tu te retrouves avec un groupe entier de petits-enfants qui ont 6 ans et qui sont en costard-cravate. C'est... c'est trop marrant. Enfin, peut-être pas les gamins de 6 ans, mais un peu plus âgés. Mais par contre, t'as des gamins de 6 ans qui prennent le train tout seul. Ça me surprenait. T'es un petit enfant, là, il marche. Il rentre dans le métro et il sort, il y a personne avec lui. Sinon, j'ai noté que il y avait plein de femmes en mini-jupe. Voilà, les goûts vestimentaires changent aussi beaucoup d'un continent à l'autre. Et ben, au Japon, il y en avait beaucoup. Faites ce que vous voulez de cette information. Je l'avais remarqué. Et il y a beaucoup de rabatteuses dans devant les bars, les restaurants, ou les maid cafés, bien sûr. Donc les maid cafés, elles ont vraiment la tenue de la servante. Et même les trucs qui sont pas trop niais en mode kawaii, les rabatteuses, quand c'est des femmes, elles ont toujours un peu le même timbre de voix, j'ai trouvé. Mais vraiment le timbre de voix d'animé. Genre la voix ultra aiguë. J'ai l'impression que le cliché de la voix féminine japonaise, je l'ai entendu à plein de moments dans des... dans des moments où les femmes n'avaient pas forcément besoin d'avoir ce timbre de voix-là. Donc ce côté... c'est... Ouais, même dans les jingles, parfois, on dirait que la voix d'une femme doit être perçue d'une certaine façon dans certains médias, on dirait. Donc le style de voix que vous entendez parfois dans les animés, vous allez aussi l'entendre beaucoup au Japon. Mais bon, après, chaque pays a sa façon aussi de parler et ses habitudes. Hein. Nous aussi, en France, on doit être jugé par comment les autres nous perçoivent, dans nos intonations. Et on n'a pas le recul nécessaire pour voir quels sont, nous, nos tics de langage de français. Mais en tout cas, ouais, pour revenir sur le nombre de gens qui parlent anglais, c'est assez aléatoire. Hein. Parfois, ils parlent bien anglais, parfois pas trop. Mais il y a ce côté fun d'improviser. Et ça, je trouvais que ça faisait partie du voyage. De parfois chercher ces mots de vocabulaire. Et c'est pas du tout
un blocage à kiffer la balade dans un pays. Et donc ça s'applique même pas que au Japon, hein. Allez n'importe où dans le monde, même si vous parlez pas la langue, il y a une langue universelle, c'est l'argent. Si vous êtes un touriste et que vous avez de l'argent, bah surtout dans les pays pauvres, au Japon ça marche un peu moins l'argent, mais c'est... Je sais pas, j'imagine tu vas dans un pays latino ou genre plutôt au Vietnam, des pays un petit peu plus pauvres comme ça. On t'accueillera les bras ouverts, on pourra t'aider si tu es là pour consommer. Mais ouais, rapidement, quand tu vas à l'étranger, il y a plein de choses qui te sautent aux yeux et tu vas vite identifier ce qui est mieux que chez toi. Là, vous l'avez vu, j'ai mentionné les toilettes, et les toilettes, surtout. Mais plusieurs trucs, ouais, qui sont mieux. Et au final, bah, ça, c'est ce qui saute le plus aux yeux, parce que t'es dans un mood positif de voyage. Mais faut pas oublier qu'il y a des trucs négatifs que toi, par contre, tu peux pas juger en étant juste un touriste comme ça pour quelques semaines. Parce qu'il y a eu d'énormes différences entre vivre à l'année là-bas et juste se balader le temps des vacances. Mais même s'il y a plein de trucs qui sont bien mieux au Japon, quand tu reviens en France, tu te dis ouais mais il y a plein de trucs qui sont bien mieux en France. Et il n'y a pas de pays qui peut se vanter d'avoir toutes les qualités dans tous les aspects. C'est aussi ça qui fait la beauté des voyages, c'est que chacun a son petit truc unique. Et même si le Japon c'est génial, il y a plein de trucs sur lesquels c'est des arriérés. Hein. Genre la culture d'entreprise, la prise de vacances et tout là-bas. Rien que pour ça, jamais de la vie j'ai envie de bosser là-bas. Hein. Même le comportement un peu entre amis, je dirais qu'il y a un petit peu des lacunes sociales dans les relations entre les individus là-bas. Toujours... J'ai l'impression que parfois ils se prennent beaucoup la tête, contrairement en France où on est peut-être plus, comme je disais, dans le second degré, dans les sous-entendus et tout, mais on lâche des trucs sans trop se prendre la tête, là où la culture du respect et de pas faire de conneries, elle est beaucoup plus grande au Japon, limite au point où ce qui, nous, en tant que touristes, peut être perçu comme une énorme marque de respect venant d'un Japonais, et on se dit, oh, il est respectueux, et ben au final, ça cache peut-être surtout une énorme peur de décevoir. Donc, les gens se mettent peut-être tellement la pression qu'ils ont peur d'être mal à l'aise ou d'être gênés, et cette peur, elle est tellement prononcée qu'ils en font des tonnes pour pas décevoir. Et je pense que dans certains cas, ça ferait du bien aux Japonais de s'en foutre des trucs pas très importants, comme on sait si bien le faire en France. Genre les salutations parfois abusives, très très prononcées. Je me souviens que un moment, je quittais un Airbnb, et donc le mec du Airbnb me dit au revoir. Et donc il me fait la courbette en mode Arigatou gozaimasu. Et il se penche. Et donc moi je lui dis ah bah merci. Tu sais, genre quand quelqu'un me dit au revoir ou merci, je lui réponds. Sauf que vu qu'il peut pas être le dernier à dire au revoir et tout, il le refaisait. Et donc moi j'allais partir. Donc je disais au revoir. Donc là il fait toute sa courbette. Il attend. Sauf que moi j'étais en train de mettre mes chaussures, j'avais des chaussures de rando, donc ça prenait un peu de temps de faire mes lacets. Et lui il était à côté, toujours courbé comme ça. Et tu sais, t'es un peu gêné, tu fais merci beaucoup, hein, c'est très bien. Et là il refait sa courbette encore plus fort. Arigatou gozaimasu. Et il y a des moments un peu gênants où t'es là, mais c'est bon, tu peux y aller, hein, tu peux partir t'occuper des autres patients, je vais pas t'en vouloir si tu restes pas avec moi pendant tout le temps où je suis en train de faire mes lacets. Donc parfois c'est un peu too much, le sur-respect dont on n'a pas vraiment besoin.
Mais parfois c'est rigolo, genre tu quittes un restaurant, et là t'as les... Tu pars, tu dis merci, c'était bon. Et là t'as les 12 personnes aux cuisines qui te gueulent tous merci beaucoup, revenez. Et là j'avoue c'est rigolo. Parce que t'as vraiment tout le staff en même temps qui te sort la même chose. Et sinon il y a des petites différences sur comment tu transmets tes émotions aussi entre les gens. Ils sont pas très tactiles de ce que j'ai pu en voir les Japonais. Et par exemple je suis allé à un mariage d'un couple franco-japonais. Et c'est marrant parce que du coup les familles françaises et japonaises se sont rencontrées. Et les Japonais nous ont dit qu'ils étaient très surpris par l'attitude des Français. Parce que pendant un mariage, les Français ils se font des accolades, ou ils se disent bonjour, ils se font la bise. Et ça les a beaucoup surpris parce que justement le marié japonais il disait moi quand j'ai pas vu mes parents depuis longtemps, je les croise, juste je m'incline, genre bonjour papa, bonjour maman, alors que je les ai pas vus depuis 2 ans. Et donc quand ils voyaient les gens se faire la bise, genre les invités comme ça, ça fait des discussions intéressantes du coup entre japonais français, voir ce qui différencie les cultures, mais en même temps en France c'est aussi assez unique de faire la bise. Il y a pas mal de pays d'Europe ou aux États-Unis où tu fais pas la bise. C'est considéré comme beaucoup trop intime. Et donc ça serait intéressant de voir ça doit exister hein, des étrangers qui arrivent en France et qui donnent tout leur choc culturel parce qu'il y a des choses que nous on doit faire sans s'en rendre compte et qui peuvent être perçues comme très dérangeants, très bizarres. Rien que quand j'étais allé dans mes études, je vous ai dit qu'à un moment je suis allé aux Pays-Bas et donc là il y avait plein d'étudiants étrangers et à un moment je croise on avait un groupe de potes et il y avait aussi d'autres Français, des Françaises et aussi des gens des femmes de Slovénie. Ouais, c'était ça. Donc on était un groupe, donc là les filles elles arrivent, les Françaises, donc ça va, on se fait la bise. Et tu sais, c'était un peu la queue leu, et là t'as la Slovène qui arrive, et donc pareil, je lui fais la bise, et elle était genre oh c'est bizarre. Mais tu sais, d'un côté genre oh je m'y attendais pas. Mais ça me dérange pas, c'est rigolo, hein, mais tu sais, je sentais que ça pouvait créer des tensions. Enfin, ça pouvait surprendre en tout cas. Donc je pense que les Français, on n'est pas non plus trop mal en termes de trucs chelous qu'on fait. Prochaine étape, les toilettes turques. Mais figure-toi que les toilettes turques, en quelque sorte, ça existe au Japon. Il y a des endroits, ce qu'ils appellent les toilettes Japanese style. Dans nos têtes, c'est les toilettes technologiques. Mais en fait, elles sont arrivées assez tard, ces toilettes. C'est justement parce qu'ils avaient tellement du retard sur les toilettes, les Japonais, que quand ils ont modernisé tout ça, ils ont fait des trucs de ouf. Mais il y a plein d'endroits où en fait... Enfin, plein d'endroits, faut pas abuser, hein, mais il y a quelques endroits qui m'ont surpris où les toilettes, c'est juste un trou dans le sol. Et ça, ouais, c'était comme ça, les toilettes japonaises avant. Bon, moi j'ai pas testé, hein, je suis pas encore assez à l'aise pour faire caca en squat. Il faut faire des rencontres entre corbeaux français et japonais et voir s'ils s'amusent à imiter leur accent entre eux. Ouais, je me demande si genre ils se regardent en mode chelou, genre quoi? Parce que forcément, ils doivent avoir les moineaux, les pigeons et tout, tu vois, la façon... Ou les pies même. J'ai des pies sur mon balcon. Tu vois qu'elles communiquent avec leurs cris, elles expriment quand même un message qui dit aux gens de venir ou de se casser. Donc ouais, les corbeaux... Peut-être qu'ils ont pas les mêmes coutumes quand ils sont séparés par 10 000 km. C'est fascinant, hein. Vivement que les corbeaux fassent des chaînes YouTube pour parler de leur choc culturel avec les corbeaux français. Les Japonais, eux, doivent pas passer un bon moment dans nos toilettes. Mais oui.
Mais je t'ai dit, en plus, on s'habitue tellement vite. On a commencé par parler des toilettes japonaises, et on va conclure ce stream en parlant des toilettes japonaises, mais quand je suis revenu en France, c'est le truc qui m'a fait le plus souffrir. Retourner sur des toilettes où faut se torcher soi-même.